Mes chers collègues, je vous propose de débuter notre audition. D'autres collègues vont certainement nous rejoindre. Ils mettent plus de temps que certains à monter les escaliers depuis l'hémicycle jusqu'à nous rejoindre ici dans cette salle de la Commission des affaires économiques. Madame la ministre, nous sommes très heureux de vous accueillir dans cette enceinte, de pouvoir vous auditionner dans le cadre des crédits sur la mission énergie, de la mission écologie et plus largement sur l'actualité très dense du secteur de l'énergie. Avant de vous donner la parole pour que vous puissiez nous présenter votre budget, je souhaiterais justement vous poser quelques questions sur cette actualité. Le 25 septembre dernier, le président de la République a annoncé l'aboutissement de chantiers législatifs majeurs avec le dépôt d'ici la fin de l'année d'un projet de loi révisant notre programmation et notre régulation énergétique et un autre projet de loi fusionnant l'autorité de sûreté nucléaire, l'ASN, avec l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, l'IRSN. Pouvez-vous nous préciser les calendriers et les contenus envisagés dans ces deux textes? Madame la ministre, je veux le dire solennellement ici, notre commission, et je n'en doute pas le Sénat dans son ensemble, sera très attentive au respect des droits du Parlement dans le cadre de l'examen de ces deux textes. Je rappelle que c'est notre commission qui a fixé le principe d'une loi quinquennale sur l'énergie lors du vote de la loi climat-énergie de 2019. Ce faisant, nous avons souhaité, dans un secteur aussi stratégique que celui de l'énergie, consacrer la préséance du Parlement sur le gouvernement, de la politique sur la technique, car ces choix auront des conséquences majeures sur le quotidien de nos concitoyens. Nous n'accepterons donc pas un énième report d'examen, car cette loi, je le rappelle, aurait dû légalement être adoptée avant le 1er juillet 2023. Nous veillerons aussi à ce que le contenu de cette loi couvre bien l'ensemble des enjeux du mix énergétique à la rénovation énergétique. Ce contenu doit courir jusqu'en 2033 s'agissant de l'énergie et jusqu'en 2038 concernant le carbone. Pour ce qui est de la fusion de l'ASN et de l'IRSN, c'est aussi notre commission qui a expurgé la loi Nouveau Nucléaire de juin 2023 de toute référence à cette fusion pour lui préférer une saisine de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, l'OPEX. En rejetant les amendements présentés à la hâte par le gouvernement, après le vote massif du Sénat sur ce texte, nous nous sommes opposés à une réforme mal anticipée et mal évaluée. En saisissant l'OPEX, nous avons remis les parlementaires au cœur des enjeux. Nous souhaitons donc des conditions d'examen qui permettent au Parlement de prendre le temps d'examiner de façon approfondie les tenants et les aboutissants de ce texte. Nous veillerons évidemment à ce que le contenu de cette loi n'induise pas de déstabilisation de la sûreté, de la radioprotection ou de la recherche nucléaire. Vous le savez comme nous, pour réussir la relance du nucléaire, la relance du nucléaire doit être assortie d'un haut niveau de contrôle et de transparence, gage de la confiance du public. C'est donc un examen parlementaire approfondi et exigeant que notre commission réservera, comme à son habitude, à ces textes, un travail que nous voulons être un travail de fond, un travail rationnel et un travail collégial. Parmi les sujets pendants, je forme le vœu que ces textes débloquent deux sujets de financement sur lesquels je souhaiterais vous interroger.
Dans le domaine du nucléaire, les dépenses s'élèvent pour le groupe EDF à 50 milliards d'euros pour la construction de 6 nouveaux EPR2 et à 65 milliards d'euros pour la prolongation des réacteurs existants dans le cadre du grand carénage. Or, aucun modèle de financement n'a été trouvé à ce jour. Aussi, Madame la Ministre, nous voudrions savoir concrètement comment va être financée votre relance du nucléaire. La réforme de l'accès régulé à l'électricité nucléaire, l'AREN, est encore attendue. Un accord a été annoncé hier avec un prix autour de 70 € par mégawatt-heure. En quoi consiste-t-il précisément ? Quel est son impact sur les recettes du groupe EDF et les prix des consommateurs ? Par ailleurs, les contrats pour différence autorisés pour l'énergie nucléaire par la réforme du marché européen de l'électricité ne sont pas non plus opérationnels. Monsieur Luc Rémont, le PDG d'EDF, que nous avons auditionné la semaine dernière, a rappelé devant cette commission la nécessité d'un soutien public, quel qu'il soit, pour réussir la relance du nucléaire. Comment l'État va-t-il aider EDF à financer ces plus de 100 milliards d'investissements ? Je rappelle que le montant alloué au nucléaire par le plan France 2030 ne dépasse pas 1 milliard d'euros. Comment, dès lors, développer les EPR2 et SMR annoncés ? À l'échelon européen, les modèles de financement passent par des fonds propres, par des garanties d'emprunt, par des prix régulés ou par des participations de consommateurs intensifs. Quel est le schéma retenu pour la France, en sachant que la Cour des comptes a clairement indiqué que le groupe EDF ne pouvait financer seul cette relance ? Enfin, dans le domaine des énergies renouvelables, les dépenses atteignent, selon le groupe EDF, 5 milliards d'euros par an, s'agissant des investissements dans la transition énergétique. Pour l'hydroélectricité, M. Rémont nous a précisé qu'il étudiait un passage du régime des concessions vers celui des autorisations. C'est une annonce importante dans la mesure où un contentieux européen obère les perspectives de développement de la filière, et ce, depuis bientôt 20 ans. Quels sont les avantages et les inconvénients de cette solution ? Le gouvernement est-il sur la même longueur d'onde que le groupe EDF en la matière ? Voilà, Madame la Ministre, ces premières questions auxquelles je souhaiterais que vous puissiez répondre, mais bien sûr aussi nous présenter votre budget dans le cadre du PLF 2024 et ensuite nos rapporteurs qui sont intervenus soit sur avis sur les crédits énergie de la mission écologique, et je pense bien sûr à Daniel Grémillet, mais un certain nombre de nos collègues qui ont conduit des travaux soit sur des propositions de loi, soit sur des missions d'information, compléteront mes questions et ensuite nous ouvrirons plus largement le débat auprès de l'ensemble de nos collègues. Madame la Ministre, je vous laisse bien volontiers la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les sénateurs, je vous propose de commencer par le budget et de répondre ensuite aussi rapidement que possible à vos questions, qui sont importantes et nombreuses. Je me permettrai d'abord un mot, Madame la Présidente, pour saluer votre élection à ce poste. J'en suis certaine, j'aurai le même plaisir de travailler et d'échanger que celui que j'ai eu avec Madame la Vice-présidente Sophie Primas, que je salue également. Je suis donc très heureuse de cette première audition sous votre présidence consacrée au budget 2022 du ministère de la Transition énergétique, mais qui manifestement va s'ouvrir... 2024, pardon, vous avez raison, mais qui va manifestement s'ouvrir à bien d'autres sujets. Ce budget porte un effort inédit de l'État pour mettre en œuvre la planification écologique et énergétique. Sur les 10 milliards d'euros supplémentaires dédiés à la planification, 7 milliards seront portés par les ministères de la transition écologique et de la transition énergétique. Avec un total de 62 milliards d'euros, les budgets des deux ministères sont en hausse de 15%.
Ces moyens financiers s'accompagnent d'un renforcement conséquent de nos moyens humains avec la création nette de 760 emplois dans l'administration centrale comme déconcentrée. Là encore, c'est une hausse des emplois inédite. Pour la haute fonctionnaire que je suis, qui a débuté en 2000 dans l'administration des finances, je crois que c'est du jamais vu. Ces moyens sont au service d'une ambition, celle de l'accompagnement des Français dans la transition écologique et énergétique, celle visant à leur permettre de mieux se déplacer et mieux se loger, celle visant enfin à permettre à notre pays de produire plus d'énergie décarbonée. Ce budget, c'est d'abord celui de la décarbonation du quotidien des Français. Car pour atteindre la neutralité carbone, nous devons nous en tenir à un principe intangible. La transition écologique et énergétique ne doit pas aggraver les inégalités sociales. C'est une question d'acceptabilité. Je suis convaincue que la transition, synonyme de grande transformation de nos modes de vie, est une question éminemment sociale. Et sous-estimer cette dimension, c'est mettre en risque notre République, dont l'équilibre repose sur une forte exigence, culturellement, de justice sociale. Au fond, la transition écologique et énergétique est plus un sujet de progrès social que de progrès technique. Et quand on accompagne les Français pour qu'ils puissent mieux se déplacer, mieux se loger, on marque des points dans la bataille du pouvoir d'achat et des factures, avec des véhicules qui consomment moins et des logements moins énergivores. On gagne également des points dans le combat pour l'amélioration de la qualité de vie, en réduisant la pollution de l'air, les maladies respiratoires et en permettant à des millions de Français d'habiter dans des logements dignes en sortant des passoires thermiques. Et je sais que vous êtes une spécialiste de ces questions, Madame la Présidente. Et dans le même temps, on marque évidemment des points dans le combat climatique en réduisant considérablement les principaux postes émetteurs de gaz à effet de serre que sont les véhicules des particuliers et les bâtiments résidentiels. Le gouvernement a ainsi fait le choix de porter à 1,5 milliard d'euros les aides au verdissement des véhicules, soit 200 millions d'euros de plus qu'en 2023. C'est une hausse de 15%. Ça se décline autour de 3 axes. Nous devons d'abord rendre plus accessibles les véhicules électriques aux plus modestes et aux classes moyennes, qui vivent en particulier en ruralité et en périphérie. Nous renforçons ainsi les aides aux véhicules électriques pour ceux-ci. Mon objectif est de réduire l'écart entre le prix d'un véhicule thermique et d'un véhicule électrique et de le mettre à la portée des bourses des classes modestes et moyennes. Et vous savez qu'un certain nombre de modèles arrivent sur le marché à partir de l'année prochaine, des petites voitures électriques qui seront produites aux alentours de 20 à 25 000 euros. Et là, on commence avec les aides à pouvoir avoir des véhicules qui sont très proches du coût des véhicules thermiques, sachant qu'un véhicule thermique coûte 1 200 euros environ de plus en carburant chaque année si on prend une moyenne de déplacement de 12 000 km. Nous mettons en place également la promesse du président de la République, le leasing social à 100 euros destiné aux 50% de nos concitoyens les plus modestes. Les premiers véhicules éligibles seront annoncés en décembre. Nous mettons enfin en place un score environnemental sur les véhicules électriques pour ne financer que ceux qui ont la meilleure empreinte environnementale. Il y a derrière cela la volonté de reconnaître ou de remettre un élément de concurrence loyale entre des véhicules électriques qui sont produits à l'autre bout du monde avec un bilan carbone en analyse de cycle de vie beaucoup plus élevé que des véhicules électriques qui sont produits en France et en Europe avec une vraie attention à la manière de produire, au bilan carbone et du coup, eh bien, l'idée c'est de rééquilibrer cela en ne donnant de bonus écologiques qu'aux véhicules qui ont le meilleur score environnemental. Le décret a été publié. La liste des véhicules qui satisferont cette clause sera connue en fin d'année après instruction individuelle des dossiers. Cette enveloppe permettra aussi un renforcement du soutien de l'État à l'électrification des poids lourds. Le texte du projet de loi de finances 2024 porte également des mesures de renforcement des malus sur le CO2 ainsi que le poids des véhicules pour inciter à l'achat de véhicules électriques et plus légers. Nous poursuivons enfin nos efforts de déploiement des infrastructures de recharge avec le soutien à l'installation pour atteindre 400 000 points de recharge publics d'ici 2030, comme s'y était engagé le président de la République. L'enveloppe sera précisée dans quelques semaines, mais je peux d'ores et déjà vous confirmer que les aides certificats d'économie d'énergie à l'installation des bornes de recharge au sein des copropriétés, des entreprises ou en voirie publique seront abondées de 200 millions d'euros pour la période 24 et 25. Décarboner le quotidien des Français, c'est aussi les aider à mieux se loger. À ce titre, je tiens à saluer le travail du Sénat sur la question de la rénovation énergétique des bâtiments.
Votre rapport comporte de nombreuses propositions qui sont partagées par le gouvernement et dont certaines sont d'ores et déjà suivies des faits dans ce projet de loi de finances. D'abord, sur les moyens budgétaires consacrés, nous mobilisons des moyens historiques, 5 milliards d'euros alloués au financement des aides à la rénovation énergétique des logements. Cela représente 1,6 milliard d'euros de plus qu'en 2024. Comme en 2023. Grâce à ces financements, les moyens de l'ANA connaîtront une hausse sans précédent pour financer les aides MaPrimeRénov'. Ce budget renforcé permettra d'accélérer l'installation d'équipements décarbonés de chauffage et d'augmenter le soutien aux rénovations d'ampleur, en particulier les passoires thermiques, qui sont un enjeu de pouvoir d'achat majeur. Je rappelle qu'une passoire thermique classée G, c'est important d'avoir le chiffre en tête, ça coûte 3 fois plus cher en facture, 3 fois. Pas 10% de plus, 3 fois, en facture qu'un logement lambda type bon classement D ou mauvais classement C. Afin de lutter contre les bouilloires thermiques, nous allons aussi financer les aides au confort d'été, c'est-à-dire certains gestes comme la ventilation, les protections solaires, par exemple, et des solutions de climatisation, mais spécifiques, enfin avec un haut niveau environnemental. Ce budget en hausse doit s'accompagner d'une pleine mobilisation de nos partenaires. Je pense à la filière, comme vous le soulignez dans votre rapport, qui doit se structurer rapidement pour faire des rénovations performantes. Je pense aussi aux cofinanceurs et acteurs de terrain pour étoffer les guichets France Rénov' et accroître le nombre d'accompagnateurs Rénov'. Vous savez qu'on a des ambitions fortes en la matière. Vous me permettrez de m'arrêter un instant sur le sujet du financement du service public d'accompagnement des Français dans la rénovation énergétique. C'est un service public cofinancé entre l'État et les collectivités territoriales. Ce cofinancement est la preuve que l'État, dans toutes ses composantes, se range derrière une même ambition, celle de l'amélioration de l'habitat des Français et de la lutte contre le dérèglement climatique. Dès lors, je me permets de signaler que le retrait unilatéral d'un cofinanceur met en péril tout l'édifice et je ne peux en ce sens que regretter la décision du président de la région Auvergne-Rhône-Alpes d'arrêter ce financement sur sa région. J'appelle de nouveau le président à revenir sur cette décision qui va à rebours de l'ambition qu'il nous revient collectivement d'honorer et met en risque 300 professionnels sur le terrain dont le travail est d'accompagner quotidiennement les Français dans leurs projets de rénovation thermique. Pour revenir sur les partenaires à mobiliser, je pense également aux banques qui sont chargées de distribuer les prêts à taux zéro. Dans le budget 2024, le gouvernement réaffirme et amplifie ce dispositif de l'éco-PTZ. Il sera prorogé jusqu'en 2027 pour donner de la visibilité. Nous relevons le plafond de travaux finançables à hauteur de 50 000 € pour les rénovations multigestes. Là encore, en reprenant une partie de la proposition qui figurait dans votre rapport. En outre, l'adoption en première lecture des amendements du député David Amiel permettront aux Français de bénéficier du prêt avance rénovation à taux zéro, comme vous le proposiez aussi dans votre rapport. Et fait important, ce prêt avance rénovation sera ouvert sans condition de ressources. Maintenant, c'est aux banques de jouer le jeu auprès de nos concitoyens pour faciliter l'instruction de l'octroi de ces prêts bonifiés. Se loger, c'est enfin pouvoir payer ses factures d'énergie. Dans un contexte de crise, je le rappelle, nous avons agi vite et massivement avec des boucliers tarifaires. Il s'agit aujourd'hui d'en sortir progressivement à la faveur du retour des prix de gros sur les marchés du gaz et de l'électricité à des niveaux plus habituels, tout en soutenant ceux qui en ont le plus besoin au travers du chèque énergie. Le bouclier sur l'électricité continuera de s'appliquer pour les particuliers en habitat privé ou collectif, tout comme l'amortisseur électricité à destination des PME, collectivités locales et associations. Au-delà de cette cruciale décarbonation du quotidien, le budget est également celui qui poursuit nos efforts pour bâtir notre souveraineté énergétique grâce à la production d'énergie décarbonée dans la droite ligne des 2 lois sur l'accélération des énergies renouvelables et du nucléaire que j'ai fait adopter cette année. 1,4 milliard d'euros mobilisés pour financer le soutien à la technologie nucléaire. On va revenir sur les autres financements. Les subventions allouées au CEA atteindront 1,2 milliard d'euros en 2023, intégrant un renforcement de 200 millions d'euros de la subvention allouée pour concrètement faire avancer les projets de SMR et financer le renforcement des effectifs du CEA à hauteur de 126 ETP. En parallèle, le soutien du gouvernement aux énergies renouvelables se poursuivra. Tout d'abord, un nouveau mécanisme de soutien à la production d'hydrogène décarboné. Donc, décarboné, c'est à la fois sur base renouvelable et nucléaire, qui verra le jour l'année prochaine. Par ailleurs, les montants versés au titre de soutien à l'injection au biogaz et aux projets de transition énergétique dans les zones non interconnectées augmenteront également par rapport à 2023.
Au total, l'État financera 4 milliards d'euros au titre des charges de service public de l'énergie. Dans le même temps, les projets éoliens continueront d'être bénéfiques pour le budget de l'État puisqu'ils sont aujourd'hui plus compétitifs que la moyenne du prix de l'électricité. Et donc, nous anticipons pour cette année des reversements, pour l'année 2024, des reversements au budget de l'État. Ce qui est une bonne nouvelle parce que ça montre que le système de financement des ENR joue dans les deux sens et permet là aussi de stabiliser les prix de l'électricité et de faire un retour à l'État et que ces énergies sont compétitives. En outre, le budget consacré aux études sur l'implantation de parcs éoliens augmentera de 55 millions d'euros pour atteindre 123 millions d'euros. C'est une augmentation de 80%, mais à l'aune de l'ambition que nous portons sur l'éolien marin. Enfin, le fonds chaleur, qui est très apprécié des collectivités locales, mais également des industriels, sera augmenté à un niveau inédit pour atteindre 820 millions d'euros en 2024. Je me permets de souligner que depuis 2017, nous avons quadruplé le fonds chaleur. Mesdames et messieurs les sénateurs, vous l'aurez compris, ce budget est le pendant financier du plan de bataille de planification écologique et énergétique que je porte. Il représente un effort massif pour accompagner les Françaises et les Français dans la décarbonation de leur quotidien. Nous devons poursuivre la mobilisation collective de tous les acteurs. Et donc, je vais passer à vos questions qui vont éclairer la façon dont nous pouvons également porter cette ambition. Juste pour rappeler les fondements de notre politique de transition énergétique. Vous avez deux piliers, la baisse de la consommation d'énergie, l'augmentation de la production d'énergie carbonée sur notre territoire. La baisse de la consommation d'énergie, c'est le changement des habitudes, des usages. Ça s'appelle la sobriété énergétique. Sufficiency en anglais, c'est peut-être plus joli parce que ça fait une relation au juste emploi des ressources. Et ça, on a réussi à baisser, je le redis, de 12% notre consommation de gaz et d'électricité sur les 12 derniers mois. C'est énorme. Et pourtant, on peut aller plus loin, et je me permettrai de remarquer qu'il fait probablement pas 19 degrés dans cette pièce. Vous avez tous très chaud, comme moi. Le deuxième levier, c'est l'efficacité énergétique. C'est mettre à profit des technologies et des investissements pour réduire à usage égal notre consommation d'énergie. C'est la rénovation thermique, c'est les LED, c'est les processus industriels revus pour revoir notre consommation d'énergie. La prochaine fois, je viendrai avec mon thermomètre. Sur la partie production, ce sont donc les énergies renouvelables et les énergies nucléaires. Et sur ces sujets-là, en 2023, nous sommes dans une situation où nous ne prenons quasiment aucun risque à pousser les curseurs au maximum. Parce que la marche à franchir d'ici 2030, 2035 et 2050, lorsqu'on fait tourner les modélisations, et vous savez qu'on a la chance avec RTE, notamment sur la partie électricité, d'avoir une vision très fine et très approfondie de notre modèle énergétique et on le complète avec tout un travail qui a été porté aussi sur la biomasse dans le cadre de la planification écologique. Nous voyons que la marche à franchir est très élevée et donc pousser au maximum les curseurs, c'est au fond nous donner toutes les chances de réussir d'ici 2030-2035. Après, certainement les curseurs s'ajusteront aussi en fonction de notre rythme de déploiement réel et en fonction des nouvelles technologies qui ne manqueront pas d'arriver sur le marché puisque nous allons investir fortement aussi dans ces nouvelles technologies et nous ne serons pas les seuls au niveau planétaire. Ce qui m'amène à la question des projets de loi. Vous le savez, nous avons travaillé à une stratégie française énergie-climat depuis maintenant 1 an, avec une phase de concertation du public qui a duré entre le mois d'octobre et le mois de février. Je vous avais d'ailleurs invité, membre de la Commission des affaires économiques et du développement durable, à la restitution des travaux du Forum des jeunesses que nous avions organisé. Nous avons ensuite lancé des groupes de travail auxquels certains ici ont participé sur notre planification énergétique et qui ont fait donc 7 groupes de travail parlementaires, élus locaux, entreprises, associations de consommateurs, associations environnementales, experts, organisations syndicales, qui ont rendu le contenu de leurs propositions en septembre. Le président de la République a repris une large part de ces propositions dans sa planification écologique qui a été présentée à la fin du mois de septembre. Et je finalise ce document de stratégie
stratégie française, qui est le document ombrelle, qui porte à la fois la partie programmation de la loi énergie de production énergétique et la partie décret de programmation pluriannuelle de l'énergie, puisque la PPE est un décret. Et les deux se complètent en entonnoir. Et l'idée, c'est de donner le maximum de visibilité sur deux textes qui ont vocation à s'enchaîner, de façon à ce que tout le monde les voit. Le calendrier, donc mise à la consultation de cette stratégie d'ici la fin du mois, si tout va bien, la fin de la semaine prochaine, mais on fait les dernières passes. Vous savez que nous avons également remonté à titre indicatif et sous réserve de validation par nos instances de gouvernance un plan national énergie-climat au niveau européen. Donc celui-là sera en ligne, on va être en ligne, mais tout ça est complètement cohérent avec les travaux que j'ai déjà mentionnés, planification écologique et les travaux des parlementaires pour la loi énergie-climat. Nous avons ensuite 6 semaines de consultation officielle pour porter la loi, 2 semaines de Conseil d'État minimum, des vacances de Noël au milieu. Et donc, c'est une présentation qui est attendue pour fin janvier, début février, en Conseil des ministres et ensuite Parlement. Sur le projet de loi sur la réforme de notre sûreté nucléaire, ce projet de loi... alors, je le rappelle, le projet de loi n'a pas été examiné, enfin en tout cas cet élément-là n'a pas été examiné par le Sénat puisqu'il a été introduit par amendement à l'Assemblée nationale. Il a fait l'objet d'abord d'une adoption puis d'une réécriture. C'est pour ne pas réécrire l'histoire. Mais le Sénat avait fait savoir en la personne du rapporteur et des présidents des commissions d'ailleurs, c'était la présidente de la Commission Affaires économiques, que cette manière de procéder ne leur convenait pas plus qu'elle ne convenait à l'Assemblée nationale. Mais disons que formellement, il n'a pas été examiné ici. En revanche, effectivement, et je salue cela, l'OPEX s'est saisi du sujet et a rendu un rapport courant juillet. C'est le sénateur Piednoir qui l'a rapporté pour le Sénat et le député Fugit, qui font des propositions de réforme de la sûreté nucléaire que nous reprenons assez largement dans ce projet de loi qui est aujourd'hui à la consultation et qui sera présenté au Conseil des ministres de fin d'année et pareil qui dans la foulée enchaînera au Parlement. Et vous savez plutôt sur ces deux projets de loi, si le Sénat ou l'Assemblée nationale, lequel des deux seront saisis en premier ? Je n'ai pas encore le calendrier, puisque vous savez qu'il y a un embouteillage de projets divers et variés et que cela est encore en train d'être précisé. Je pense que, nous vous avons envoyé le projet de loi en l'état tel qu'il fait l'objet des concertations, puisque comme c'est une réponse à l'OPEX, c'était assez logique que vous en ayez évidemment la teneur dans son intégralité. Alors, précision sur le contenu de ces projets. La loi de programmation énergie-climat, on est bien sur une logique de production énergétique qui reprend à la fois le cadre européen. Sur le cadre européen, ce qui est de l'ordre, on va dire, du règlement n'est pas retranscrit, puisque c'est du cadre du règlement, ce qui est de l'ordre de, de l'objectif qu'il faut atteindre, notamment comment on atteint certains objectifs de production d'énergie bas carbone, donne lieu effectivement à des propositions. Et c'est ça que nous mettons dans cette loi. Il y a également des éléments autour de la protection du consommateur et potentiellement de la régulation de notre système tarifaire, avec peut-être une discussion sur est-ce que c'est pas, et ça je n'ai pas encore le retour juridique, un élément qui relève plutôt d'un projet de loi de finances, donc c'est un point à voir, sachant qu'en tout état de cause, il nous faut quand même donner très vite de la visibilité aux acteurs, donc il ne faut pas avoir la main qui tremble sur le calendrier de cette partie régulation. Sur le projet de loi ASN et IRSN, l'objectif est clairement de réunir sous la même ombrelle l'ensemble des compétences qui aujourd'hui font la sûreté nucléaire de notre pays, comme c'est le cas d'ailleurs dans un certain nombre de pays, de renforcer
ses compétences. Vous savez notamment qu'un article de loi prévoit de rehausser le niveau de rémunération des acteurs, puisqu'on constate un décalage par rapport aux rémunérations des opérateurs. Or, nous sommes dans un moment où il y a beaucoup de recrutements qui se font, puisqu'il y a des besoins et nous ne voulons pas déshabiller la sûreté nucléaire aux dépens des Français. Et donc, cet exercice est fait et c'est vraiment dans un objectif d'indépendance accrue, puisque les acteurs de l'IRSN bénéficieraient, ce qui n'est pas leur cas aujourd'hui, d'un statut d'autorité administrative indépendante. Aujourd'hui, ils ont un statut d'EPIC, c'est-à-dire qu'ils sont directement soumis au pouvoir politique et au gouvernement. Et autre objectif, donc renforcement des moyens, renforcement de l'attractivité, plus grande fluidité des procédures et transparence vis-à-vis du public avec d'autres méthodologies, notamment le fait de définir des grands sujets de débat public. Je sais pas, on peut dire par exemple, par rapport à une actualité récente, un sujet comme la corrosion sous contrainte est un sujet que les assemblées peuvent désigner comme étant devant faire l'objet de points d'étape spécifiques avec consultation du public avant qu'il y ait une décision prise par le collège de l'ASN et qui est nourrie par l'expertise de l'IRSN et de l'ASN. Et j'indique aussi qu'un certain nombre de sujets sont d'ordre réglementaire ou d'ordre du règlement intérieur du fonctionnement de ces institutions. Et donc, on ne mettra pas dans la loi la question, pardon d'être très triviale, mais c'est des questions qui nous remontent, des tickets restaurants, du remboursement des frais de déplacement ou de l'organisation de tel ou tel service. Je pense que la loi a la vocation à rester à un niveau effectivement principiel et de dire politiquement ce qu'on attend de cette nouvelle entité qui portera la sûreté nucléaire et la radioprotection. Sur maintenant les sujets de financement. Vous avez raison, Madame la Présidente, de souligner que le plan de vol d'investissement d'EDF est absolument considérable. Vous mentionnez 6 nouveaux EPR2, nous avons le grand carénage, il faut y ajouter les réseaux. Les réseaux, je rappelle qu'Enedis a donné une trajectoire de l'ordre de 100 milliards d'euros d'ici 2040 pour rénover les réseaux. Vous savez que RTE est en train de finaliser son plan de vol aussi pour évaluer leurs besoins complémentaires de réseau et les interconnexions avec d'autres pays. Tous ces éléments sont absolument indispensables pour permettre de fournir de l'électricité à tout moment à nos concitoyens en augmentant notre niveau de résilience. Et c'est clairement notre objectif. Et d'une certaine manière, le nouveau nucléaire ne pèse, je dis ne pèse que, mais ça pèse quand même, que 15 à 20% des investissements futurs d'EDF. Je vais vous dire la marche à franchir là aussi en matière d'investissement, et c'est ce qui explique, et vous faites le lien, et vous avez bien raison, également le modèle de régulation que nous proposons en succession de l'AREN post-2025. L'AREN, ça se termine fin 2025. En 2026, il faut donner une trajectoire aux entreprises, une trajectoire aux ménages. Donc pour les ménages, c'est un tarif réglementé qui sera précisé, mais qui, a priori, je dirais, ne devrait pas significativement changer de règles du jeu. Techniquement, il y aura une autre façon de le calculer, puisqu'on ne fait pas la régulation exactement de la même manière, mais c'est grosso modo un tarif bleu auquel on est bien habitué. Pour les très petites entreprises, vous savez que j'avais porté cette mesure d'abandonner la référence au 36 kVA, qui est une spécificité française, pour que toutes les TPE bénéficient du tarif réglementé, parce que c'est parfois un peu compliqué d'expliquer que parce qu'on a une puissance un peu supérieure, on change de catégorie. Donc là aussi, c'est ce que nous avons annoncé hier. Donc ça fait partie de la copie. Et puis pour les entreprises, l'objectif est d'avoir une très forte incitation à conclure des contrats de long terme, soit en les faisant avec un partage de risques quasiment industriel.
Et donc c'est une incitation à investir dans dans nos capacités de production, soit en étant sur la possibilité d'avoir accès à de la fourniture d'électricité à 5 ans, qui permettra de lisser et de réduire la volatilité des prix. Et nous mettons en place une récupération de la rente qui se mettrait en place au-delà d'un prix de 80 €. Alors, cette rente, elle est calculée sur l'ensemble de la production nucléaire. Ce n'est pas seulement une partie de la production nucléaire comme l'était l'ARENH, là c'est sur l'ensemble. 50% au-delà de 80 €. Alors 78, 80 €, ce sont des prix 2022. Hein. Tout ça a vocation à être actualisé comme c'est logique. Hein. Et 110 € à horizon pour capter 90% de la rente. Ce qui nous permet d'avoir un bouclier ferme, qui est plus protecteur que ne l'a été l'ARENH, puisque l'ARENH avait une efficacité très forte pour baisser les prix. Mais lorsque le marché s'emballait vraiment, elle ne savait pas bloquer le marché d'une certaine manière, parce que le volume qu'il fallait acheter sur le marché était encore trop important. C'est une responsabilisation des fournisseurs alternatifs qui devront travailler à mettre en place une véritable politique commerciale, et pas seulement leur répliquer ce que fait EDF, passer une marge commerciale et fermer leur position tous les soirs en trading. Et c'est une responsabilisation d'EDF, puisque EDF a calculé ce prix d'équilibre qui leur permet de supporter leur investissement futur, donc une trajectoire de plus de 20 milliards d'euros dans les années qui viennent, tout en devant avoir un niveau d'efficacité opérationnelle qui les amène à produire plus de 360 TWh de nucléaire. Je rappelle qu'on était à 280 l'année dernière. Donc ce n'est pas l'épaisseur du trait, et ça a une vraie importance pour notre résilience énergétique. Ce qui fait que, pour répondre à votre question, derrière ces investissements, nous embarquons bien le financement des investissements courants, le financement du grand carénage, le financement d'une partie assez large des EPR2, sachant que, comme l'a dit le président d'EDF, ce financement doit aussi être coporté par l'État. Ça va être la deuxième série de travaux que nous devons mener maintenant, parce que un projet d'EPR2 a des caractéristiques propres de temps et de risque, qui fait que le coût du financement représente quasiment la moitié du coût de l'ensemble du projet. Et donc, si le coût du financement représente la moitié, vous avez intérêt à avoir un coût du financement le plus faible possible en taux d'intérêt. Et celui qui a le meilleur taux d'intérêt aujourd'hui, ou qui a le risque le plus faible, ou qui a le coût moyen du capital le plus faible, c'est l'État. D'où l'importance d'avoir une régulation étatique. Ensuite, le texte que j'ai obtenu au niveau européen sur la régulation, les nouvelles régulations du marché de l'électricité. Pourquoi il est important pour cette régulation nationale? Pour 3 raisons. La première raison, c'est qu'elle traite à stricte égalité le nucléaire et le renouvelable. C'était évidemment un combat important, qu'il s'agisse de l'historique ou du futur. La deuxième raison, c'est que les caractéristiques qui sont établies de CFD, finalement, vous retrouvez la notion de plafond dans ce que nous faisons. On ne met pas de plancher, mais on met un plafond. Un contrat pour différence, c'est un plancher plus un plafond. Donc, on peut reprendre un certain nombre d'éléments qui figurent dans cette régulation pour les besoins propres de la régulation dont on discute. Et surtout, elle cale les éléments de régulation futurs. Et donc, elle nous permet d'avoir une discussion avec une référence qui est ce texte pour la régulation du nouveau nucléaire. J'ajoute aussi qu'elle prévoit, ça a l'air d'être compliqué, mais en fait c'est très important, des mesures prudentielles pour les fournisseurs alternatifs qui évitent l'effet un peu de entrée-sortie. Je pense que M. Guy sera tout à fait favorable. Les effets d'entrée et de sortie sur le marché des fournisseurs d'électricité qui ont mis, on l'a vu dans les situations de crise, un certain nombre de clients qui n'ont plus eu de contrat comme ça du jour au lendemain, et alors que c'était pas vraiment le meilleur moment pour en conclure. Hein. Donc je pense que c'est important et on y a beaucoup tenu. On a également intégré des éléments de reconnaissance de la gestion des pics et de la flexibilité et de la maîtrise énergétique pour aussi valoriser tous ceux qui savent effacer et flexibiliser leur utilisation de l'énergie. Ça va dans le sens de la sobriété et là aussi de plus de résilience. C'est un sujet qui tient beaucoup à cœur au président Retailleau.
Je vous ai parlé de l'AREN, donc OK. Et puis, les autres champs d'action. Donc, sur l'hydraulique, oui, on est sur la même ligne que le président d'EDF. On a d'ailleurs envoyé une note à la Commission européenne indiquant notre souhait d'investiguer la possibilité d'aller plutôt vers un régime d'autorisation. Qu'est-ce qui est positif dans un régime d'autorisation? C'est que par rapport aux règles du jeu européennes, c'est pas un mouton à 5 pattes comme la concession, et donc ça a beaucoup de valeur parce qu'on n'a pas besoin de la remettre en concurrence, et qu'une fois qu'on l'a réglée pour tout. Et qu'ensuite, et qu'on a des points de référence européens, c'est-à-dire qu'en Autriche, enfin dans d'autres pays, il y a des autorisations. La question qui se posera, c'est cette autorisation suppose en effet un transfert d'actifs, même s'il y a un cahier des charges qui peut nous permettre de reprendre la main, comme une golden share, mais un transfert d'actifs dont le prix sera analysé sous l'angle de, mais n'est-ce pas une aide d'État faite au bénéfice de tel et tel acteur qui opère aujourd'hui des concessions hydrauliques. Et bien sûr, c'est une approche qui doit être portée pour l'ensemble du secteur, et donc à ce titre qui doit être bien mise en ordre, parce qu'il n'y a pas qu'un seul acteur, même si EDF est un acteur important, il y a aussi les CHEM, et il y a aussi la CNR. Et la CNR qui venait de renégocier sa concession. Mais 2040 arrive très très vite. Donc voilà. Nous, notre objectif en tout cas, c'est d'avancer le plus loin possible sur ce sujet-là et d'obtenir si possible l'accord. Mais en tout état de cause, on a peut-être d'autres possibilités juridiques, mais c'est aujourd'hui celle que nous testons. Et pour en sortir, l'objectif étant de pouvoir réinvestir lourdement dans l'hydraulique, parce que alors s'il y a un endroit où il n'y a aucun regret à investir, c'est clairement l'hydraulique. Voilà, je crois que j'ai répondu à vos questions. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Donc, on va passer à notre rapporteur pour avis sur les crédits de la mission énergie dans votre champ de compétences. Et puis ensuite interviendront Franck Menonville, Pierre Cuypers, Jean-Jacques Michaud et Franck Bienguet. Voilà, et ensuite on ouvrira le débat à l'ensemble des collègues. Daniel Grémillet. Et merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Je souhaiterais recueillir votre avis sur certaines évolutions de crédit énergie de la mission écologie. La première question, vous avez parlé effectivement, suite à au questionnement de notre présidente, de la fin de l'AREN et du prix en 2026. Une question simple, quel sera le prix 2024, quel sera le prix 2025? En premier lieu, j'observe que plusieurs dispositifs de soutien aux consommateurs d'énergie sont en deçà des attentes. Tout d'abord, les mécanismes exceptionnels pour l'électricité et le gaz et les carburants qui passent de 27,9 milliards à 2,9 milliards d'euros. C'est une diminution drastique. Pourquoi ne pas reconduire l'amortisseur électrique? Et pourquoi ne prévoir aucune disposition fiscale ni aucune disposition budgétaire pour le gaz? De son côté, MaPrimeRénov' bénéficie de 2,7 milliards d'euros. C'est moins que les recommandations de la commission d'enquête du Sénat sur la rénovation énergétique qui plaidait pour 4,5 milliards. Les résultats obtenus sont inférieurs à ceux du crédit d'impôt pour la transition énergétique. Ainsi, on dénombre 530 000 ménages pour la prime en 2022 contre 1,4 million de ménages pour le CITE en 2019 pour un montant moindre. Plus encore, le recours des propriétaires bailleurs et les copropriétés reste faible. Ça, c'est un point qu'on a déjà évoqué ensemble, mais ça se confirme. En effet, 27 000 primes ont été attribuées à des propriétaires bailleurs et 500 à des copropriétés en 2023. Nous avons l'impression que le gouvernement n'a pas encore trouvé le moyen de massifier cette prime. Qu'en pensez-vous? Enfin, le chèque énergie stagne avec 900 millions d'euros. Les dispositifs exceptionnels pour le fioul ou le bois ne seront pas reconduits. Et la question simple, entendez-vous corriger le tir ou pas sur ces deux secteurs?
En second lieu, je constate que plusieurs investissements en faveur de la transition énergétique sont en deçà des engagements. Tout d'abord, aucun crédit n'est prévu pour le fonds de revitalisation des territoires, ni pour le fonds d'accompagnement social des salariés destiné notamment à accompagner les fermetures de centrales à charbon. Or, ces dispositifs sont issus de l'engagement pris par le gouvernement lors de l'examen de la loi énergie-climat en 2019 et notamment à l'initiative du Sénat. Plus encore, les charges de service public de l'énergie qui sous-entendent les dispositifs de soutien aux énergies renouvelables sont incertaines. Pour la deuxième année consécutive, elles pourraient être négatives avec 2,7 milliards. À quoi serviront les recettes perçues par l'État à ce titre? Une décision du Conseil constitutionnel du 26 octobre 2023 a invalidé le plafonnement des compléments de rémunération pour 2023, ce qui représenterait un manque à gagner de 4 milliards selon la Commission de régulation de l'énergie. Confirmez-vous ce montant? Le dispositif de substitution aujourd'hui proposé par le gouvernement permet-il d'éviter ce manque à gagner? Et enfin, nous souhaiterions abonder le compte d'affectation spéciale, le CAS-FACé. Ce compte présente un excédent de 17 millions de recettes qui est rétrocédé au budget général. C'est une anomalie. Qu'en pensez-vous? Merci Daniel. Franck Menonville. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Mes questions porteront davantage sur l'accélération, la loi d'accélération donc des énergies renouvelables du 10 mars 2023. Tout d'abord, plusieurs dispositifs de soutien budgétaire ou fiscaux attendent pour leur mise en œuvre une notification auprès de la Commission européenne. Je pense notamment à la prise en compte des appels d'offres, de la contribution territoriale au partage de la valeur, des installations agrivoltaïques, des communautés énergétiques ainsi qu'aux sociétés d'approvisionnement à long terme. Où en sont ces notifications? Il y a d'autres dispositifs plus anciens qui font l'objet d'échanges avec la Commission européenne. Je pense notamment en particulier au soutien à la production d'hydrogène produit par électrolyse, issu de la loi énergie-climat donc de 2019. Et aux effacements de consommation issus de la loi transition énergétique de 2015. Où en sont ces échanges, Madame la Ministre? Par ailleurs, plusieurs dispositifs réglementaires posent des difficultés d'application. Le premier est le projet de cahier des charges prévu pour le soutien à l'hydrogène produit par électrolyse. Le seuil de 30 MW prévu exclut un grand nombre de projets locaux sur nos territoires. Ne faudrait-il pas le réviser ce seuil? Le deuxième est le projet de décret pour l'application à l'hydroélectricité de la raison impérative d'intérêt public majeur. Le seuil de 150 MW envisagé laisse de côté des projets hydroélectriques de territoire là aussi. Ne devrait-on pas ajuster donc également ce seuil? Le troisième est le projet de décret fixant les friches sur lesquelles est autorisée l'installation d'ouvrages de production solaire. Seuls 25 sites seraient retenus. Le confirmez-vous? Et enfin, la dernière question concerne la publication et la finalisation des décrets d'application concernant l'agrivoltaïsme, sachant qu'ils sont très attendus sur les territoires car l'activisme s'opère sur les territoires par les développeurs. Nous avons absolument besoin de ces décrets pour réguler et encadrer des projets vertueux sur les territoires. Madame la Ministre. Pierre Cuypers. Oui, merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, ma question porte sur la future loi sur la programmation et la régulation énergétique. Alors, pouvez-vous nous indiquer les objectifs du gouvernement envisagés d'ici 2030 en matière d'énergie nucléaire, mais aussi d'électricité, de gaz et de chaleur renouvelable? Sachant que vous avez annoncé une multiplication par 2, voire par 3 du solaire et une augmentation de 2 gigawatts par an de l'éolien. Pour le solaire, je constate que votre annonce est inférieure que ce que prévoit le réseau de transport d'électricité qui propose une multiplication par 4, voire par 5. Pour l'éolien, votre annonce est supérieure à ce que prévoit RTE, qui envisage une augmentation de 0,7 à 1,5. Pouvez-vous nous expliquer ces différences? Ma deuxième question
c'est qu'au Sénat, nous avons soutenu des objectifs de 27,5 gigawatts d'hydroélectricité, soutenu également 680 000 tonnes de production d'hydrogène, également 80 TWh pour la production de biogaz et 300 TWh pour celle de chaleur renouvelable. Or, les annonces du gouvernement sont peu discertes sur ces autres sources d'énergie décarbonées, qui nous semblent les compléments essentiels des énergies solaires, éoliennes et nucléaires. Alors, Madame la Ministre, reprendrez-vous ces objectifs? Jean-Jacques Michaud. Oui, merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, vous en avez déjà un peu parlé, mais je souhaiterais vous interroger sur le rapport de la mission transpartisane nucléaire et hydrogène, l'urgence d'agir que nous avons réalisé en juillet 2022 avec mes collègues Daniel Grémillet et Jean-Pierre Moga. Parmi nos propositions, nous avons appelé à garantir à l'énergie et à l'hydrogène nucléaire une complète neutralité technologique dans le cadre des textes européens, la taxonomie énergie verte européenne, la directive sur les énergies renouvelables ou le règlement sur la réforme du marché de l'électricité. Les compromis trouvés s'agissant de l'inclusion de l'énergie nucléaire à la taxonomie et au règlement de l'hydrogène nucléaire à la directive vous semblent-ils suffisants pour permettre la relance de l'énergie nucléaire et le développement de l'hydrogène nucléaire? De plus, envisagez-vous de négocier un contrat pour différence pour le financement du nouveau nucléaire ou du nucléaire existant? Et si oui, quelles sont les contreparties à attendre de la part de la Commission européenne? Enfin, entendez-vous intégrer les compromis négociés à l'échelon européen au projet de loi annoncé sur la programmation et la rénovation énergétique? Comme l'a relevé le PDG du groupe EDF devant notre commission la semaine dernière, il s'agit d'une boîte à outils, entre guillemets, devant encore être appliquée. Pour notre part, si nous saluons les avancées réalisées, il nous semble que les conditions européennes fixées sont encore ambiguës et restrictives et que les dispositions nationales attendent une précision et une sécurisation. Merci pour Fabien Gay pour terminer avant que vous nous répondiez à ces questions. Madame la Ministre, Fabien. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, avant de venir à l'arène, permettez-moi un mot sur la fusion IRSN-ASN. Vous savez, les communistes, ils ont toujours été pour le nucléaire, mais à deux conditions. La première, c'est un haut niveau de sécurité et de sûreté. Et ce qui va avec la transparence pour les populations. Et la deuxième question, c'est un haut niveau de statut pour les salariés. Et donc, je vous le dis, Madame la Ministre, je ne veux pas polémiquer avec vous, mais vous avez dit qu'il y a un débat qui me remonte sur les tickets restaurants. Je vous dis ça, je sais que vous recevez l'intersyndicale régulièrement, vous l'avez déjà fait, vous allez le refaire jeudi prochain. Moi aussi, je discute avec eux. Les débats, pour l'instant, non, mais je vous dis ça, ils ne portent pas sur les tickets restaurants, quoi. Alors, dans votre, et je remercie Madame D'Agostini, qui j'ai échangé, dans votre projet de loi, mais non, mais on peut le dire, c'est pas grave. Il faut des fois remercier les collaborateurs et les collaboratrices, donc je le dis avec plaisir. Non, mais je dis ça parce qu'il y a des choses dedans, mais il en manque pour l'instant, Madame la Ministre. Par exemple, pour ceux qui vont être dans la direction de l'expertise nucléaire de défense et sur la dosiométrie, il y a des vraies questions autour du statut de qu'est-ce qu'ils vont devenir. Ils ne seront pas dans la future entité. Vous voyez, donc voilà, je vous dis ça, prenons le débat dans le bon sens d'entrée. Et je pense que la question autour des salariés, de leur avenir, de l'avenir de certains sites, va peser aussi sur le bon fonctionnement de cette fusion, mais je sais que vous le savez. Deuxième chose, j'en viens maintenant à mon dossier. Sur l'AREN, vous venez de nous présenter la réforme d'EDF. Il y aura beaucoup de questions autour de ça. Bon, on n'est pas d'accord, mais parce que moi je considère que l'énergie doit être sortie du secteur marchand. Donc je le dis comme ça, si on est dans votre vision, qui est entendable, respectable, etc., c'est un débat politique, je pense que c'est une bonne réforme. Mais moi je la combats parce que je ne suis pas d'accord. Mais donc vous inventez rien, mais quand je dis ça, les contrats pour différence,
voilà, hein, c'est l'ancien PDG d'EDF qui a inventé ça pour le nucléaire londonien. Enfin, on reprend des choses, mais c'est pas grave. Bon, pas toujours marché. Moi, j'ai beaucoup de questions. Je pense que ça va apporter de la stabilité pour les entreprises. Il y a une question quand même autour des tarifs réglementés, hein, qui n'est pas neutre. Moi, je me pose deux questions autour de ça. Les 70 €, est-ce que ça va être assez pour couvrir coût de production, les 50 milliards d'investissements pour le grand carénage, les 50 milliards pour les 6 EPR et les 65 milliards de dettes? C'est-à-dire là, il y a 165 milliards, vous voyez. Je ne suis pas sûr que les 70 €... et donc, ce qui me fait craindre qu'on revienne dans quelques temps et nous dire EDF n'y arrive pas, parce que je vois qu'en plus, vous avez dit c'est une bonne réforme, vous et Bruno Le Maire, et on dit en disant EDF maintenant doit avoir les moyens d'agir et on va lui demander de rendre des comptes. Et je pense que ça ne suffira pas. Et je pense qu'on reviendra ici nous expliquer que ça ne marche pas et que donc il faut revenir à un projet Hercule 2, c'est-à-dire de découpe. Et sur l'Arenh, alors vous avez répondu sur la partie prudentielle qu'on avait fait avec Madame la Présidente Dominique Estrosi, mais on a une vraie question. Moi, je ne comprends pas bien le système au-dessus de 110 € qui revient aux consommateurs et consommatrices. Et j'en viens sur la mission que nous avons menée avec Dominique. Pardon, Madame la Présidente. Excusez-moi, Madame la Présidente. Il y a 1,6 milliard de CP1 et de CP2 qui ont été frappés. On nous a dit ça va revenir aux consommateurs. Et on n'a toujours pas compris, comment ça revient aux consommateurs. Et là, on nous redit pareil, au-dessus de 110 €, l'État prendra, ça reviendra aux consommateurs. Il faut bien qu'on nous explique le mécanisme, là. Parce que déjà, on ne le comprend pas bien aujourd'hui. C'est assez opaque. En réalité, ça va revenir aux fournisseurs alternatifs. Ben si, non, le CP1 et le CP2. Ah oui, d'accord. Mais on nous a expliqué que ça revenait aux consommateurs. Donc les gens qui payent de l'amende vont se redistribuer l'amende. Ça, c'est quand même un truc... si les gens savaient ça, ça serait un scandale. Donc si on pouvait bien nous expliquer le système de 2026, que ça ne revienne pas comme ça, je pense que c'est mieux. Et dernière chose, entre aujourd'hui et 2026... il y a 3 ans, hein, enfin 2 ans et demi, 2 ans et demi, allez, bon, c'est mon côté un peu voilà. Je pense qu'on ne peut pas rester dans le même système là. Enfin, en tout cas, il faut mettre un certain nombre de verrous que nous avons identifiés. Vous en avez, mais enfin, vous voyez, parce que la facture électrique, 25% pour les gens cette année, vous annoncez 10%. Si ça continue à vous allez pouvoir me dire que c'est faux. Voilà. 10% en février, ça ne peut pas continuer à flamber comme ça quand même pour un certain nombre de ménages, de commerçants et de petites entreprises. Voilà, je vous remercie. Voilà, Madame la Ministre, je vous propose de répondre à l'ensemble de ces questions très précises et nombreuses. Dans les médias, je rappelle qu'il y aura une conférence sur les prix de l'énergie qui sera organisée pour les responsables, enfin les présidents de groupe ou toute personne qui souhaiterait désigner au sein de leur groupe le 28 novembre prochain. Je crois que c'est de 16h30 à 18h30 et qui balayera les sujets gaz, électricité, carburant à la demande d'un président de groupe de l'Assemblée nationale, mais ça nous a paru utile de l'élargir à tout le monde ainsi qu'aux présidents d'associations ou toute personne qu'il souhaiterait désigner. Pour être très pratico-pratique, les prix 2024, on maintient le bouclier énergétique et donc la CRE évaluera en début d'année prochaine le niveau de tarif régulé tel qu'il résulte de ces calculs habituels intégrant le prix du marché. Et ce que nous avons dit avec Bruno Le Maire, c'est qu'en tout état de cause, si ce chiffre devait être supérieur à 10%, nous n'augmenterions pas de plus de 10%. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, ce chiffre, pour le moment, et l'année n'est pas terminée, n'est pas supérieur à 10%. Donc, voilà, ce qu'on peut dire, c'est qu'au 1er février 2024, le fleuve a l'air de rentrer dans son lit. Je suis prudente, nous avons une situation géopolitique qui est contrastée, pour dire le moins. Donc il faut être prudent, mais néanmoins, c'est ça que ça veut dire. C'est ça qu'on dit avec Bruno Le Maire. Sur le prix 2025,
la mécanique qui s'applique est similaire et en tout état de cause, la prévision, alors encore une fois, avec moult caveats, puisque on a pu constater que quand vous avez des chocs majeurs exogènes sur les marchés, les prix pouvaient s'envoler, mais pour le moment, nous n'avons pas de signaux qui vont dans ce sens. Et je crois que nous avons tous pu constater, et que nous avons tous des éléments très clairs sur comment les crises se forment et quels sont les meilleurs outils pour y répondre. Et tout ce qui a été fait l'année dernière avec le bouclier énergétique, les systèmes d'information des différents fournisseurs d'énergie pour le mettre automatiquement, l'adaptation des systèmes d'information pour le mettre automatiquement sur les factures, fait que si vraiment en 24 et en 25 on devait faire face à une nouvelle flambée des prix, on est équipé pour agir. Voilà ce que je peux vous dire, mais pour le moment, ce n'est pas ce que nous disent les marchés, ce n'est pas ce que nous disent les productions, ce n'est pas ce que nous connaissons de l'état de la situation en Europe et en France. Même chose d'ailleurs pour le gaz, vous avez pu le constater, le prix là aussi, pourquoi le bouclier gaz a été enlevé? Tout simplement parce que naturellement, le prix du gaz est de repasser en dessous du prix de protection du bouclier gaz et donc mécaniquement, il n'est plus opérant. Voilà, c'est mathématique. Et donc c'est ça qui explique les montants aussi, c'est-à-dire c'est assez mécanique dès lors que les prix sur les marchés de gros redescendent au niveau des boucliers que nous avons fixés, qui est un plafonnement du prix pour les particuliers, le bouclier se désactive naturellement. Sur la question de ma prime Rénov', je l'ai dit, l'augmentation du budget est absolument massive. Ça, c'est le premier point. Et pour être honnête, ma préoccupation de ministre de l'énergie et du climat est plus va-t-on bien les dépenser et va-t-on tous les dépenser que en a-t-on assez à dépenser? Aujourd'hui, c'est ça. À la deuxième question sur l'efficacité du CITE, je crois qu'il y a eu beaucoup de rapports assez clairs qui disaient ce système n'est pas efficace en termes de baisse des émissions de CO2 et par ailleurs cible les ménages les plus riches. Ce qui n'est pas tout à fait l'objectif, me semble-t-il, d'une transition écologique et socialement juste. Donc le système de MaPrimeRénov', il cible d'abord les ménages les plus modestes à 66%, là où à 80%, c'était les ménages les moins modestes qui étaient ciblés pour le CITE. Donc on a quand même renversé la vapeur. Et je rappelle qu'en matière de rénovation thermique, c'était 70 000 dans la dernière année du quinquennat Hollande. On est aujourd'hui, vous mentionnez 530 000, 600 000, 700 000. Bon, on a fait des chiffres, c'est une multiplication par 10. Donc je ne partage pas l'analyse. En revanche, la question des propriétaires bailleurs, c'est une très bonne question et il y a des marges de progrès sur lesquelles il faut travailler. Il y a des propositions d'ailleurs qui ont été faites dans différents rapports. Comment massifier? C'est tout le travail que nous voulons faire aussi pour faciliter, fluidifier le parcours des propriétaires. Plusieurs choses pour cela. L'accompagnateur Rénov'. L'accompagnateur Rénov', c'est une prestation qui représente 2 000 €, donc c'est pas rien. Elle est absolument gratuite pour les revenus fiscaux de référence les plus modestes. Elle est assez bien, subventionnée pour les revenus fiscaux de référence 3 et 4. Et c'est quelqu'un qui vous aide à monter votre dossier administratif, technique et financier. Donc ça, c'est probablement un vrai élément de changement pour le parcours. Le deuxième élément, c'est l'avance par l'ANA du financement pour les plus modestes. Donc avoir une avance, c'est quand même assez utile vous l'avez mentionné beaucoup, vous avez ce reste à charge qui fait que c'est un frein à l'engagement des travaux. Là, on a une avance pour aller plus loin. Il y a les co-PTZ. Sur les co-PTZ, on sait tous que le nombre d'unités distribuées n'est pas satisfaisante. Il faut à la fois pousser les banques à distribuer cet outil. On sait, parce qu'on a tous des gens qui nous parlent, que souvent, ce n'est pas la première offre qu'on leur fait quand ils vont voir des banques. Donc il y a cette question de distribution. Il y a aussi une question, je pense qu'il faut l'aborder froidement, de nos propres règles prudentielles au niveau des banques. L'analyse de risque d'un ménage dont vous n'avez pas de revenus réguliers en CDI peut amener la banque à dire ce risque est trop élevé et donc je ne donne pas le prêt. Sauf qu'il se trouve que c'est souvent les personnes qui ont les revenus fiscaux de référence qu'on cherche à soutenir. Donc à un moment, il va falloir craquer ce léger
hiatus cognitif auquel nous faisons face. D'où le prêt avance rénovation qui est assez malin, puisqu'en fait c'est une avance sur des opérations futures de revente, de mutation. Et là pour le coup, a priori, il y a la matière fiscale pour le faire, à condition que le bien, et il faut le simplifier, à condition que le bien ne soit pas déjà un collatéral d'un prêt. Parce que vous ne pouvez pas mettre 2 fois sur l'actif. Donc, ce que nous faisons aussi, c'est que nous allons nous allons revenir à un couplage C2E MaPrimeRénov' pour avoir un seul guichet. Je pense que ça, tout le monde est d'accord pour dire que ça facilitera la vie de ne pas multiplier les choses. Et puis, ça, je pense qu'on n'a pas besoin de le dire. On parle des propriétaires bailleurs, mais il y a la question des copropriétés aussi. Alors, les copropriétés, excellente question. Là aussi, il va avoir, vous savez que Patrice Vergrit travaille sur un projet de loi autour du logement dégradé et des copropriétés. Ça a vocation à être abordé dans le cadre de ce projet de loi. Et effectivement, avec la question de comment fait-on prendre une décision à une copropriété, comment peut-elle porter les financements, qui s'endette, qui est la contrepartie, et comment mettons en place des dispositifs qui permettent de sécuriser les différentes parties prenantes de la copropriété pour aller vite et prendre vite des décisions. Effectivement, sujet relativement complexe. Moi, le dernier point sur lequel je souhaite qu'on avance, et je sais que Christophe Béchu est sur la même ligne que moi, c'est d'avoir une contractualisation du travail avec les collectivités locales. Il y a un certain nombre de collectivités locales, EPCI ou communes, qui sont très actifs sur la rénovation thermique, qui ont également leurs propres aides, leurs propres guichets, sur lesquels il faut vraiment ponter les choses. Et quelque part, on serait tout à fait prêt à déléguer les enveloppes sur la base d'un contrat, en disant, et quitte à avoir une approche extraordinairement, je dirais, dirigiste, c'est-à-dire on fait quartier par quartier, rue par rue, on va voir les gens, on fait du porte-à-porte. Et je pense qu'il n'y a qu'une commune qui peut, enfin, il n'y a que des personnes qui relèvent d'un service municipal ou d'intercommunalité qui peut faire ça, parce qu'il y a tellement d'incitations de porte-à-porte de gens qui se prévaut d'être l'État, etc., qu'il faut connaître les gens. Confiance. Il y a une notion de confiance qui est essentielle. Par contre, cibler des quartiers dont on sait que le bâti, par construction, il date de telle année, qu'il n'a pas été bien fait, qu'il y a une chance assez forte qu'on ait, sans avoir les DPE en main, mais qu'on est sur du G ou du F, ça on peut faire et avoir des approches vraiment quartier par quartier où vous avez, et c'est fait, je discutais avec Virginie Carolo il n'y a pas si longtemps, avec la Bretagne, avec Loïc Chéné-Gillara, ils ont tous très envie d'avancer et il y a des expérimentations qui montrent que quartier par quartier, ça avance. Mais ça veut dire que vous avez des contrats de jeunes qui vont faire ce fameux porte-à-porte, qu'ensuite vous avez un rendez-vous qui est donné à la structure de conseil, qu'ensuite vous avez quelqu'un qui passe pour aller faire le tour du logement et regarder ce qu'il faut isoler en priorité avant de changer la chaudière. Et c'est tous ces éléments-là qu'il faut avancer. Et effectivement, c'est du très lourd si on veut bien utiliser l'argent public. Mais je vous le redis, nous, on est tout à fait prêts à travailler sur ça. Sur la CSPE. Les recettes, c'est la mécanique de la prévision des prix, donc c'est un mécanisme d'ajustement sur les reversements des énergies renouvelables. Je dirais que la bonne nouvelle, c'est que ça montre que les énergies renouvelables sont compétitives. Ça veut dire que l'investissement que nous avons fait, que les gouvernements successifs ont fait d'ailleurs ces 20 dernières années, porte leurs fruits aujourd'hui. Sur le plafonnement du complément de rémunération et la décision du Conseil constitutionnel, vous avez dû le voir, il y a eu un amendement qui sera porté ou qui a été porté pour prendre acte de la décision du Conseil constitutionnel et reproposer un système qui fonctionne. Et je pense que c'est très important pour le budget. Sur l'utilisation des recettes, c'est clairement des recettes qui ont été mises au travail pour financer le bouclier énergétique. Au fond, ce que nous avons organisé de manière très frustre, c'est un bouclier, c'est un CFD, c'est-à-dire qu'au-delà d'un prix qui était jugé comme un prix correct, on est allé récupérer la rente inframarginale et on est allé la redonner dans le cadre du bouclier aux Français. Ça revient exactement à ça, que ce soit la crime ou le déplafonnement de la restitution de la CSPE,
c'est le complément par rapport au marché du prix qui a été redonné au travers des mécanismes de bouclier. Donc la logique est au fond assez attendue. Sur le cas, je me permettrai de revenir vers vous parce que là, je suis un peu en capacité de vous répondre de manière automatique. Sur la loi accélération des énergies renouvelables. On a effectivement une notification à la Commission sur le partage de la valeur car elle est assimilée à une aide d'État. Le sujet, c'est que nous avons d'abord travaillé avec les élus locaux, à faire les associations d'élus et aussi des députés et des sénateurs, à avoir des propositions sur l'IFER parce que tout est articulé. L'IFER est articulé au partage de la valeur, parce que c'est deux manières de faire revenir les bénéfices des projets d'énergie renouvelable dans le budget des collectivités locales. Donc bouger l'un sans intégrer les évolutions de l'autre ne fait pas de sens. Et après avoir stabilisé ça, nous sommes en consolidation pour faire une saisie de la Commission européenne. Ça, c'est le premier point. Sur la question de donc l'effacement, la saisine est en cours. Là, j'attends plutôt la Commission européenne. Sur l'hydrogène, même chose. Sur les décrets ou les dispositifs réglementaires de mise en œuvre de la loi. Sur la partie planification énergétique et zone d'accélération, je le rappelle, il n'y a pas besoin de texte. Je l'ai pu l'entendre sur le terrain. Il n'y a pas besoin de texte. Tout est dans la loi. Et c'est une texte d'application directe. Et tout ce qui était attendu de l'État, notamment la mise à disposition des documents, a été fait au mois de juin. Et j'ai écrit personnellement à tous les maires et tous les présidents d'intercommunalités pour leur dire que, du coup, la date limite était fixée au 31 décembre pour remonter les zones d'accélération, mais que, bien entendu, on avait bien compris que tout le monde n'était pas sur la même ligne de départ et que, du coup, ce n'était pas non plus une date coup près. Que l'enjeu, c'était de pouvoir faire en sorte que ceux qui étaient en avance, et on a déjà des délibérations qui arrivent, puissent avancer, et ceux qui avaient besoin d'un peu plus de temps puissent continuer à travailler. L'idée, c'est surtout qu'il ne faut pas lever le crayon parce que je ne sais pas tenir la date du 31 décembre, donc on se reparle l'année prochaine. Ce n'est pas ça qu'on veut, c'est qu'on veut qu'il y ait ceux qui livreront leurs résultats au 31 décembre, ceux qui seront au 15 janvier, ceux qui seront au 31 janvier, et que voilà, et tout ça prendra le temps qu'il faudra, mais en tout état de cause, on a intérêt à ce que ceux qui sont en avance puissent bénéficier tout de suite des avantages de la loi. Sur alors, le cahier des charges sur l'hydrogène, sauf erreur de ma part, il est en consultation. Donc, ça fait partie des sujets qui remontent et qu'on analysera. Sur le seuil de la petite hydro pour la reconnaissance d'intérêt public majeur, le seuil qui a été... Alors, moi, je vais être très claire. C'est un débat entre les experts de la biodiversité. C'est un débat des experts de la biodiversité. On va plutôt le dire comme ça. C'est-à-dire que l'enjeu énergétique au niveau national, sur la petite hydro, entre 150 MW, 150 kW, 1 MW, 3 MW, c'est l'épaisseur du trait sur notre production nationale. Donc moi, j'ai dit à mes collègues qui ont en charge la biodiversité, sur un tel sujet, la décision, elle est plutôt de votre côté parce que c'est vous qui portez ce sujet-là, qui avez d'un côté des collectivités locales qui vous interpellent en disant « Moi, j'ai besoin localement, pour mes besoins locaux, ce qui est d'une autre nature que nationaux, d'avoir des petites hydroliennes » et d'autres qui leur répondent l'analyse de biodiversité de tel et tel expert en biodiversité, c'est que ces projets sont impactants pour la biodiversité, les passes à poissons, etc. et que ce n'est pas une bonne idée de mettre des seuils aussi bas. Et ce débat-là, il est en train de se dérouler. Donc, on a transmis un projet à 3 MW. Il est en train de se dérouler, notamment dans le cadre du Conseil national de la transition énergétique. Et je dirais qu'on en tirera les conclusions. Mais c'est comme ça que je souhaite le présenter. C'est-à-dire que je considère qu'il est légitime que la position du ministère de la Transition énergétique soit en mode mineur par rapport à un sujet qui est grosso modo pas structurant vu de ma fenêtre, alors qu'il est important pour les collectivités locales et la biodiversité. Et que c'est là que doit se faire l'arbitrage.
Et j'ai toute confiance pour qu'on trouve le bon arbitrage. Sur les 25 sites pour le photovoltaïque sur site dégradé, c'est vraiment une analyse site par site et en fonction des remontées. Moi, ce qui me paraît important, c'est de sortir le premier décret. S'il y en a d'autres, c'est très bien, mais je rappelle que ces sites ont un certain nombre de caractéristiques à remplir et qu'il faut donc prouver qu'ils les remplissent. Sur les décrets agrovoltaïsme, alors là, c'est un sujet double. On est à la fin du process de préparation et je peux vous dire qu'on a énormément travaillé avec les associations, enfin les fédérations d'agriculteurs, l'INRAE, sortir des études techniques, etc., pour essayer de trouver la bonne façon de formuler ce décret. Je signale d'ailleurs qu'il y a parfois, on prête à l'INRAE des études qui ne sont pas en fait endossées par l'INRAE, qui donnent des chiffres qui sont faux sur le taux de couverture et la perte de rendement, puisque moi je le redis, l'objectif de l'agrivoltaïsme, ce n'est pas de mettre en danger la souveraineté de notre pays, et donc ça ne doit pas donner lieu à des pays où on perd du rendement agricole. C'est contraire à l'esprit de la loi, et c'est contraire. Pour le coup, si j'ai quand même une ligne rouge, c'est que moi, enfin voilà, le législateur a tranché, on applique ce que dit le législateur. Et donc de ce point de vue-là, je pense qu'on arrive aujourd'hui sur des équilibres qui sont de bon niveau, un bon compromis qui nous permettra, donc là encore on doit rentrer dans toutes les consultations obligatoires, et moi je ferai des annonces à la fin du mois de novembre, ce qui fera une sortie du décret fin de l'année, début d'année prochaine, à peu près dans ces eaux-là. Et avec les chambres d'agriculture, la FNSEA, les jeunes agriculteurs, on continue à échanger pour faire en sorte aussi que localement, tout cela atterrisse. Il y a un éléphant dans la pièce, c'est le partage de la valeur, qui n'est pas un sujet de la loi accélération des énergies renouvelables, qui est un sujet de l'équilibre des baux ruraux et de comment on adapte cette logique qui est issue quand même de 70 ans de politique agricole à un fait nouveau qui est l'agrivoltaïsme. Et ça, c'est un sujet sur lequel, là aussi, on a beaucoup échangé avec le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, et sur lequel je pense qu'il y a des propositions de nature législative. Et alors, c'est peut-être un objet de PPL, c'est peut-être un objet... mais pardon ? Sauf si vous prévoyez, comme dans le statut du fermage, une sorte de fermage agrivoltaïque, c'est-à-dire qui dit en gros comment je désintéresse le propriétaire du sujet. Vous voyez ? C'est ça un peu le... Mais vous avez raison, c'est difficile. En fait, la loi, elle est très bien écrite. Elle met ceinture, bretelle, parachute. On n'a pas le droit de mettre du PV au sol sur une terre agricole. Elle prévoit une définition très précise de l'agrivoltaïsme, etc. Le problème, on l'a tous compris, l'éléphant dans la pièce, c'est que entre un bail rural à quelques centaines d'euros de l'hectare et un terrain agrivoltaïque à quelques milliers de l'hectare, à un moment, ça vous rend créatif sur l'interprétation de la loi. Voilà. Et c'est ça et c'est sur ça que certains élus locaux bloquent et certains représentants d'agriculture bloquent. Et dans d'autres côtés, vous avez aussi des projets qui fonctionnent très bien. Je pense en viticulture, en arboriculture, où le sujet n'est pas tout à fait le même en termes, parce que vous n'allez pas démonter les arbres et les vignes, mais c'est du plus. Et effectivement, où vous avez des demandes. Donc moi, j'ai des présidents de région qui bloquent complètement et des présidents de région qui me disent « mais qu'est-ce que vous fichez ? Il faut sortir le décret ». Et j'ai rarement eu un sujet en 5 ans d'expérience de ministre où j'ai un grand écart comme ça, et qui n'est pas un grand écart entre ensemble d'acteurs homogènes, mais qui est un grand écart vraiment de perception. C'est-à-dire 2 présidents de région qui ne sont pas du tout sur la même ligne, 2 agriculteurs qui ne sont pas du tout sur la même ligne, 2 JA qui ne sont pas du tout sur la même ligne. Donc ça veut dire que quelque part, il y a un sujet à reprendre, et que je pense que ce sujet-là, l'éléphant dans la pièce, c'est le partage de la valeur. C'est-à-dire que les deux ont raison. Parce qu'on n'a pas traité le sujet et que ce n'est pas les énergies renouvelables, le sujet, c'est le partage de la valeur. Donc ça va être effectivement un travail qu'on doit reprendre collectivement, et je dirais qui intéresse plus, qui nous intéresse, Marc Fesneau et moi. Sur les objectifs gouvernementaux 2030-2035. Donc,
Je crois que c'est disponible assez facilement puisque, vous le savez, ça figure dans la planification écologique. On a repris très largement les propositions des groupes de travail parlementaires, associations d'élus pour la LPEC. Donc je vais vous dire l'état de la question. Et je vais préciser une chose, nos objectifs sont complètement alignés avec ceux de RTE. Donc quand je dis qu'il y a des écarts avec RTE, c'est pas vrai. Ils sont totalement alignés avec ces deux RTE puisqu'on leur a refait, en fait, on fait des interactions permanentes et on refait tourner les modélisations. Donc, je vous le dis, c'est doublement du rythme de déploiement du solaire. Maintien, pas accélération du rythme de l'éolien, maintien du rythme de l'éolien, doublement du rythme de déploiement du biogaz, et pareil sur la chaleur renouvelable. 10 gigawatts qui soient mis aux enchères ou en tout cas en attribution pour l'année 2025 en éolien marin. Et donc sur l'hydraulique, la sécurité qu'on prend avec RTE, c'est de dire comme le dérèglement climatique va probablement diminuer notre potentiel hydraulique dans des proportions que nous avons du mal à prévoir, nous faisons tous les investissements dans l'hydraulique, mais nous ne considérons pas comme acquis l'augmentation du potentiel de l'hydraulique. Donc nous les finançons, mais nous ne disons pas que ça va venir en supplément de notre mix énergétique. Nous disons que c'est une réserve, c'est une sécurité. Si on en fait plus, c'est formidable, mais il faut déjà sauver l'hydraulique qui existe en faisant les investissements de montée de puissance. C'est ça, et c'est la logique de RTE. Parce qu'il y a la politique, et c'est très important, et que politiquement, l'enjeu, c'est on finance l'hydraulique, mais il y a la technique, ou le physique, ou la science qui vous dit... Si vous mettez toutes vos billes dans l'hydraulique et que vous pensez que ça va augmenter de 7 gigawatts, c'est très sympathique. Il faut juste faire passer le dérèglement climatique dessus. Et si vous avez 0 à l'arrivée, vous allez avoir une impasse. Sur ensuite les rythmes par rapport à différents chiffres qui peuvent circuler. La direction que nous prenons, et moi je l'ai dit à la filière photovoltaïque, c'est que je n'ai aucun problème à introduire dans la loi ou dans le système quelque chose qui dit si on dépasse les objectifs annualisés les premières et deuxièmes années, on rehausse automatiquement les objectifs. C'est-à-dire un peu des effets de cliquet. Mais je crois qu'il est important, parce que moi je veux bien qu'on double le rythme de photovoltaïque, c'est formidable, puis on le triple. Mais j'aimerais juste faire mes objectifs. Je suis désolée, je suis un peu les deux pieds pas dans les mêmes sabots. J'ai quand même envie qu'on les fasse. Et donc, je préfère avoir un pied de pilote en disant il faut que tout le monde tire vers le haut. Et puis, dès qu'il y en a un qui tire plus vite que les autres, on réajuste. Alors, je n'ai pas encore trouvé la formulation juridique pour ça, mais je pense que c'est la bonne manière de faire. Et si ça bloque sur un développement, on rehausse de l'autre côté. Et en fait... Depuis un an que je travaille sur ce sujet, je nous invite à être extraordinairement agiles pour être capable de dire on est en décalage sur la sobriété, on en remet une couche sur tel autre système. En fait, il va falloir piloter comme ça tout le temps. Et je pense que ça méritera un rapport au Parlement ou une audition ou quelque chose tous les ans. Tous les ans. Si on veut vraiment battre la mesure, c'est tous les ans qu'il faut y passer. Ça fait du travail en plus pour nous, mais je pense que c'est important qu'on partage les objectifs. Et avec la maîtrise énergétique, la baisse de la consommation d'énergie et l'augmentation de la production de l'autre. Sur le biogaz, moi j'aimerais faire plus. J'ai un vrai problème de biomasse. Ça ne boucle pas. Donc là encore, si vous voulez, je prends un niveau d'équilibre entre l'engagement du monde agricole et forestier de dire je vous sors autant de biomasse en plus et ma capacité à transformer ça en biogaz. Sachant que par ailleurs, il y a le biocarburant, et que dans la biomasse où on dit on a des problèmes, il faut bien serrer la biogaz gazeuse, la biogaz solide, la biomasse gazeuse, la biomasse solide et la biomasse liquide. Voilà, donc c'est... et sur le nucléaire, 2030, deux choses. L'augmentation de notre productibilité nucléaire par une meilleure performance. C'est là où on arrive aux 360 TWh. On ajoute d'ailleurs dans ça 10 TWh de Flamanville. Et on pousse EDF et on va soutenir les investissements dans le changement de puissance, notamment sur les réacteurs 900 MW, où on peut aller chercher chez eux 5%
de production en plus, mais par des investissements complémentaires. Donc, ce n'est pas juste l'excellence opérationnelle, c'est des investissements complémentaires. Et ça, empilé, peut nous amener à 400 TWh. Mais moi, dans la PPE, je pense que je vais prendre 360 et j'ai une opportunité de 40 TWh supplémentaires. Mais ce qui permet comme ça de se dire, on a quand même quelques protections par rapport à des risques qui peuvent arriver. Vous savez que le pire dans le nucléaire, c'est un défaut générique. Alors, défaut générique, vous mettez par terre toutes les mêmes séries qui ont les mêmes constructions. Donc ça, je veux dire, il faut entendre les risques, enfin, même si ça ne nous plaît pas, et même si on est beaucoup à être plutôt pro-nucléaire, le défaut générique est un vrai risque, et donc il faut, pareil, l'anticiper et se dire, voilà, où sont mes zones de risque et mes opportunités, et comment je pilote ça au mieux pour passer les étapes. Sur 2035, on va rajouter donc la connexion des éoliennes marines. Et la première connexion de nouveaux nucléaires arrive post-2035. Donc vous ne les voyez pas dans la programmation. Et nous sommes sur un scénario de 6 nouveaux réacteurs, plus 8 à l'étude. Ça peut être un débat d'aller plus loin ou pas, puisque là, pour le coup, le nucléaire, il faut quand même l'anticiper un peu plus. C'est-à-dire que vous pouvez augmenter vos objectifs d'éolien sur un pas de 2 ou 3 ans, d'éolien et de photovoltaïque. Vous avez intérêt à augmenter vos objectifs de nucléaire, si vous souhaitez le faire, sur un pas de 15 ans. Donc, ce n'est pas tout à fait les mêmes métriques. Sur la neutralité technologique. Elle est parfaite dans Electricity Market Design, elle est parfaite dans la partie renouvelable sur l'aviation, elle est imparfaite sur la partie renouvelable tout court, mais nous avons un acte subdélégué qui fait que les Français bénéficient en fait d'un système spécifique, puisque nous avons dans l'acte subdélégué la reconnaissance que lorsqu'on a plus de 90% d'électricité décarbonée, du coup on ne compte pas de la même manière l'hydrogène, et donc on peut faire de l'hydrogène bas carbone comme on veut, à peu près. Donc pour nous, c'est pas mordant. Pour les autres pays européens qui ont du nucléaire, il y a un léger déséquilibre. Comme la taxonomie est le premier texte qui est arrivé en ordre de bataille, et que le temps qu'on se resserre bien les rangs de l'Alliance du nucléaire, il est pas complètement parfait non plus. Et ce que nous comptons faire avec l'Alliance du nucléaire, c'est une plateforme, on pourra vous la passer évidemment, pour la Commission européenne future sur voilà les positions que nous voulons porter, que nous voulons que la Commission européenne endosse dans la prochaine mandature, avec effectivement neutralité carbone parfaite, financement du nucléaire, et pas seulement le nouveau, mais l'ancien, parce que nous, encore une fois, on a la possibilité de trouver des modes de financement tels qu'on est en train de les trouver, mais pour certains pays, c'est juste impossible. Enfin, il va falloir qu'ils aient une aide européenne, et eux, ils ne comprennent pas. On n'a pas d'aide, nous, pour le renouvelable, assez peu pour le renouvelable de l'Europe. On n'a pas d'aide pour le nucléaire. Mais pour des pays de l'Est, ils ont des aides pour le renouvelable, ils n'en ont pas pour le nucléaire. Ils ne comprennent pas. Ils comprennent pas. Et on va mettre aussi une question sur la table qui est la résilience de notre système. Et qui fait le baseload du système? Parce que moi, je vais avoir un sujet un jour, c'est que si mon nucléaire, je dois le baisser au moment où les énergies renouvelables produisent, je vais moins utiliser le nucléaire, et donc mon nucléaire sera moins compétitif. Alors que quand tout le monde en aura besoin, tout le monde me dira « mais qu'est-ce que tu fais? Il faut remonter le nucléaire ». Donc ce petit sujet, nous voulons le mettre sur la table en européen aussi. Voilà, réforme, je vous l'ai dit, compromis européen, boîte à outils, oui, intégration dans la loi en tout cas de la partie protection du consommateur, ça il y a une transcription qui est nécessaire. Sur d'autres sujets, c'est plus du cadre d'aide d'État ou de comment on interprète les textes, donc on n'a pas besoin. Monsieur le sénateur Gay, nous sommes totalement d'accord sur le haut niveau de sûreté et de sécurité et le haut niveau de statut pour les salariés, puisque c'est ce qu'on fait dans le texte. Alors j'entends votre point sur la dosimétrie, la DEND, puisqu'effectivement, ce sont deux équipes qui ne peuvent pas se réclamer de l'équipe globale qui bénéficie du dispositif général. Donc vous avez parfaitement raison. Sur la réforme de l'ARENH, j'accueille favorablement, ou en tout cas avec bienveillance, votre dans une logique de marché avec laquelle je ne suis pas d'accord. Je pense que c'est une bonne réforme. 70 €.
c'est pas une mauvaise réforme. 70 €, est-ce que c'est assez? C'est en tout cas ce que nous disent, et c'est ce travail qu'on a fait de manière très fouillée EDF, avec des trajectoires d'investissement qui sont, je le dis, entre 20 et 25 milliards d'euros. Mais pour le coup, je vous laisserai auditionner nos amis d'EDF. Est-ce que je dois entendre, oui, ou à nouveau, puisque c'était avant la régulation, donc il faut pouvoir plus vous parler, j'en sais rien, peut-être dans 3-4 mois. Est-ce que je dois entendre qu'il faudrait que ce soit plus haut? Parce que vous voyez bien que si c'est plus haut, ça fait des tarifs plus hauts pour les Français. Hein. À un moment, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et le fait de sortir du marché ou d'y rester ne fait pas changer le coût des investissements et le coût de production. Parfois même, ça les augmente, le fait de sortir du marché. Mais enfin, ça, c'est... Quid du système 110 €? Alors, effectivement, ce que change le système, c'est que c'est un système de prélèvement quasi fiscal qui revient automatiquement au consommateur. Donc, il ne passe pas par la case fournisseur. C'est ça, sa beauté. Ce qui fait qu'on évite effectivement d'avoir ces discussions sur mais pourquoi, mais comment tout cela est reproduit, etc. Sur CP1, CP2, oui, ça doit revenir au consommateur. Il y a un amendement qui a été déposé sur CP1 qui ne va pas dans ce sens-là. On nous a demandé une étude sur le sujet et une consultation des fournisseurs. Sincèrement, je pense que ça doit revenir aux consommateurs. C'est ce que j'entends de la part des fournisseurs. Mais ça sera un point que vous examinerez. Sur la facture d'électricité, je le redis, alors c'est là encore difficile de prévoir le futur. Il est clair que si EDF produit suffisamment d'électricité pour l'ensemble du marché français, ça va être beaucoup plus facile de contenir les prix. Hein. C'est assez mathématique aussi. Donc c'est le chemin que nous prenons aujourd'hui. Je rappelle que si les prix se sont envolés l'année dernière, c'est aussi parce que nous avons dû importer l'électricité. Alors, ce qui veut dire que quand la France manque à l'appel, ça déséquilibre le marché européen, c'est une démonstration. Mais ça veut dire en creux que si la France manque à l'appel, ça augmente les prix. Donc, d'où l'importance quand même que EDF fonctionne bien et produise de l'électricité. Et je pense que c'est un point très important. Je crois que j'ai répondu à tout le monde. Alors, moi, je vais être obligée de vous quitter, mais on a perdu notre vice-président. Ah, il arrive. Daniel, est-ce qu'il t'est possible de prendre ma place ? Si tu le veux bien, puisque je vais en conférence des présidents. Et je pense que Madame la Ministre a environ encore combien ? Une dizaine de minutes. Donc il y a un certain nombre de questions et je laisse Daniel donc se prépare. Enfin, Daniel va prendre la suite. Donc Guylain Cambier, Daniel Fargeot et Henri Cabanel. Merci Madame ou Monsieur le Président et Madame la Ministre. Je voudrais quand même revenir sur une question de méthode à propos de la loi APER. Vous en avez parlé, mais la traduction locale, les consignes des services préfectoraux également sont un peu différents de ce que vous nous annoncez quand vous dites qu'il n'y a pas de date coup près. La loi APER, on est tous d'accord, elle laisse aux communes jusqu'au 5 décembre 2023 pour définir les zones d'accélération. Non, c'est pas ce qui est écrit dans le courrier que j'ai renvoyé à l'ensemble des maires. Et pourtant, c'est pour ça que je vous disais, il y a un petit hiatus entre ce qu'on entend et ce qui circule sur les territoires. La dernière fois que j'ai parlé au préfet sur ce sujet-là, ça date de la semaine dernière dans une conférence où tous les préfets de région étaient représentés. Et je vous invite à vérifier ou à circulariser dans ces cas-là, parce que c'est vrai que malgré les délais très courts, les territoires se saisissent du dossier, ils sont assez volontaristes sur ce texte. Il reste des imprécisions et des imprécisions bloquantes. Parfois, vous avez dit que les décrets n'étaient pas là non plus quelque chose de bloquant. Pour autant, on ne sait toujours pas ce que c'est qu'un projet à raison impérative majeure, par exemple. Mais ça n'a rien à voir avec la planification. Sur la loi, justement, qui vise à inciter les territoires, on mentionne des facilités administratives, financières, etc. Or, ces incitations, si on veut qu'elles soient positives, elles ne sont pas encore définies. Et puis, par exemple, il y a des cas particuliers, comme en territoire de parc naturel régional, où il faut ajuster le schéma de déploiement et zones d'accélération. Et là aussi, on n'a pas encore la conciliation entre les deux. Donc mes questions, elles sont relativement simples. Comment est-ce qu'on arrive à tenir les délais, malgré tout, avec une consultation du public dans la réflexion des communes, lorsque on n'a pas des objectifs régionalisés qui seront ensuite donnés
au territoire par les SRADET, par exemple, si on prend le cas de la région Hauts-de-France, ça veut dire qu'on aura cet objectif qui pourra être donné dans le SRADET qu'à partir de 2024. Or, on ne peut pas leur demander en 2023 de faire ce qu'ils n'ont pas encore ou de se calibrer par rapport à des chiffres dont ils ne disposent pas encore. Bref, comment est-ce qu'on arrive à motiver les plus allants ou éventuellement ceux qui dépasseraient le 31 décembre, quelles conséquences pourraient-ils s'exposer de manière générale de façon à être toujours les plus allants sur ce dossier. Merci Madame la Ministre. Ceux qui sont là, non, et que vous essayez de répondre à l'ensemble. Donc, mais plus vous posez de questions, moins je réponds. Daniel. Bonjour Madame la Ministre. Alors une question légère pour terminer. Vous nous avez annoncé il y a une dizaine de jours les véhicules, l'acquisition, enfin la location exactement, le leasing des véhicules électriques pour une valeur de 100 €. Est-ce que vous pouvez nous communiquer les contours de ce dispositif ? Oui, merci, Président. Madame la Ministre, deux questions. D'abord, une sur l'autoconsommation. Avez-vous évalué les effets de la loi 2017 sur l'autoconsommation de l'électricité? Seriez-vous favorable, comme en Espagne, à une réduction de la TVA pour l'installation de ces panneaux autoconsommation de moins de 9 kg et élargir le prêt à taux zéro pour ces investissements qui auraient un effet positif direct sur le pouvoir d'achat pour lequel tout votre gouvernement, me semble-t-il, se bat. Ensuite, sur l'éolien, et notamment l'éolien en mer. Dans ma région Occitanie, au large de Port-la-Nouvelle, un projet pilote EolMed d'une entreprise locale lauréate d'un AMI de l'État en 2016 est en construction, avec quelques quand même grosses difficultés. Je passe sur les 27 mois d'attente pour obtenir la notification des aides de l'État devant la Commission européenne. Vient s'ajouter à cela la pandémie, la guerre en Ukraine et bien sûr l'inflation qui ont eu des effets, des conséquences sur l'augmentation du coût du projet qui est passé de 212 millions d'euros à 328 millions d'euros, plus 55%. À l'instar des mesures d'urgence prises par votre gouvernement en juillet 2022 pour réactualiser le prix d'achat de l'électricité pour les autres énergies renouvelables, l'éolien en mer n'a pas bénéficié de cette mesure. Depuis, l'entreprise vous sollicite et ne peut que constater un silence assourdissant, inquiétant pour le porteur de projet. Si rien n'est fait, l'équilibre financier du projet est rompu avec des conséquences que vous pouvez imaginer. Pouvez-vous remédier à cette inéquité de traitement et revoir l'indexation du tarif d'achat pour l'éolien en mer? Merci. Merci Henri. Philippe Bonvolet. Merci Madame la Ministre. Fort heureusement, les territoires, en tout cas les acteurs des territoires, n'ont pas toujours attendu que l'État se mobilise. Et j'en veux pour preuve, par exemple, le territoire où je vis, la Loire-Atlantique, qui a vu à la fois sur la question de la participation à la transition accueillir le premier parc éolien offshore en France. Et puis qui a accompagné tout cela aussi d'une filière industrielle. Vous avez occupé précédemment des responsabilités importantes dans ce domaine et il est évident que sur des enjeux de cette nature, il faut que les industriels, j'en veux pour preuve par exemple General Electric qui a implanté une usine de fabrication de générateurs anciennement Alstom, et même les chantiers de l'Atlantique qui sont plus connus pour construire des paquebots dont certains voudraient qu'ils disparaissent, mais qui fonctionneront bientôt à la voile, c'est ce que nous inventons sur nos territoires, et bien que ces industriels ont besoin de pouvoir se projeter sur le long terme. Les chantiers fabriquent des sous-stations pour les parcs éoliens qui peuvent se développer à l'échelle internationale. Et donc, Madame la Ministre, quelle est finalement la feuille de route pour conforter ces gros investissements qui ont été faits sur le territoire? Nous-mêmes avons beaucoup investi, par exemple, sur le grand port maritime pour qu'il soit adapté à ces énergies futures. Quelle est la feuille de route pour qu'on puisse conforter? Le ministre de l'économie parlait beaucoup, on parle beaucoup de souveraineté alimentaire, souveraineté industrielle. Le ministre de l'économie en parlait hier. Et il nous faut garantir à la fois la construction de parcs, mais aussi le confortement de nos industries pour aussi rassurer les milliers de salariés qui aujourd'hui travaillent dans ce domaine. Merci.
Merci Philippe. Viviane Artigalas. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, la planification écologique et énergétique du gouvernement compte aussi sur une forte mobilisation des autres acteurs publics et privés et en premier lieu des collectivités territoriales. En effet, communes, interco, départements et régions portent l'essentiel de l'investissement public et leurs besoins ont été estimés à plus de 6,5 milliards d'euros supplémentaires par an d'ici 2030 dans les seuls secteurs du bâtiment, de l'énergie et des transports. Malgré les soutiens ciblés de l'État à l'action climatique des collectivités, qui sont en hausse, je le reconnais, la question qui se pose est de savoir si l'équation financière est tenable pour elles. Au moment où la planification écologique et énergétique entre dans sa phase de territorialisation, comment l'accélération de l'action climatique des collectivités s'intègre dans la vision qu'a le gouvernement de l'évolution de leurs finances à moyen terme? Merci Viviane. Daniel Salmon. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, j'ai beaucoup de questions, mais je vais être très bref pour avoir des réponses courtes également. L'hydrolien. Vous avez parlé d'hydrolien tout à l'heure, mais je ne sais pas si c'était à bon escient. On a 3 à 5 gigawatts d'hydrolien potentiel en France, une énergie prédictible, et on n'avance pas. Et on a une hydrolienne, Sabella, qui est en Bretagne et qui aujourd'hui n'a pas de tarif de rachat. Qu'est-ce que l'on fait? On est capable de faire beaucoup de choses en France, mais sur l'hydrolien, ça a l'air d'être difficile. Autre chose, plus un peu en forme de... C'est pas une boutade, mais quand démarrera le PR de Flamanville et à quel prix sera le mégawattheure pour une tête de série qui n'a pas de série? Même chose dans le même ordre d'idée. Vous avez dit 15 à 20% du budget d'EDF pour le nouveau nucléaire. C'est 15 à 20% sans dérapage, c'est bien ça. Je suppose, parce que vous savez qu'on a souvent des mauvaises surprises avec le nucléaire. Quant aux énergies renouvelables, la CRE nous indique 13,7 milliards d'euros de recettes en 2023. Vous en avez parlé tout à l'heure. Est-ce que vous confirmez bien ce chiffre? Et puis, effectivement, on a là une industrie mature et qui fonctionne sans combustible. Donc voilà, on voit aujourd'hui tout l'intérêt du renouvelable. Et je m'arrêterai là. Merci. Merci Daniel. Bernard Buis. Merci Monsieur le Président. Rapidement, 2 questions. Madame la Ministre, après avoir été annoncé puis voté, la relance du nucléaire est désormais actée. En témoigne ce projet de loi de finances pour 2024 qui augmente de plus d'1,5 milliard d'euros le budget dédié au nucléaire. Cela représente un budget en hausse de 10%. Néanmoins, comment se concrétisera cette augmentation budgétaire? Dans quelle mesure sera-t-elle dédiée au financement des SMR? Ma deuxième question porte sur la sobriété énergétique. Madame la Ministre, il y a un mois, lors d'un colloque, vous avez souligné la nécessité de faire de la sobriété une habitude. Si nos concitoyens semblent être concernés par le sujet, comment témoignent des données relevées l'hiver dernier, les entreprises ont également une responsabilité en la matière s'agissant de l'encadrement de l'éclairage des bureaux et des vitrines. Que compte faire le gouvernement pour inciter davantage à la sobriété énergétique? Merci beaucoup Bernard. Et je m'associerai à la question de Daniel sur l'hydrolienne, vous le savez, parce qu'il y en a une aussi dans le département des Vosges qui n'a pas de tarif de rachat et c'est une communauté d'agglo qui s'est substituée à l'absence de tarif de rachat, alors que c'est une fabrication 100% française. Madame la Ministre. Alors, sur la question du calendrier de planification énergétique, je rappelle qu'il a été défini par les députés et les sénateurs. Ce n'est pas le gouvernement qui l'a défini. Je le précise parce que c'est toujours important de se rappeler comment la loi est faite et que moi, j'avais attiré l'attention sur le fait que c'était rapide et qu'on m'avait dit « vous manquez d'ambition ». Donc, je permets de le signaler. Néanmoins, comme nous sommes des gens pragmatiques, j'ai effectivement... donc vous pouvez le rapporter aux élus locaux avec lesquels vous êtes en contact et je peux vous transmettre le courrier qui va avec. Rappeler à l'ensemble des maires et des présidents d'intercommunalité que la date que l'on leur demandait de remonter leur planification, les zones d'accélération étaient fixées au 31 décembre de cette année. Le 5 décembre, c'est, je crois, la mise en œuvre automatique de la loi. 31 décembre de cette année, que néanmoins, ce n'était pas une date couperée
et leur donner en fait toute la boîte à outils référents préfectorales qui ont été donc tous nommés, portail cartographique qui est en ligne depuis le mois de juin et qui va faire une montée de version, qui fait des montées de version régulières, portail d'entraide, genre quelqu'un aurait-il un exemple de délibération que je puisse recopier, on met des documents comme ça qui permettent de faire gagner du temps aux élus et de faire des questions-réponses, et les fiches ADEME qui permettent aussi d'avoir en 4 pages, et vraiment je vous invite à les regarder parce que c'est très bien fait, tout ce qu'il faut savoir sur l'éolien terrestre, le photovoltaïque sur toiture, le photovoltaïque au sol, de façon à faire gagner la géothermie, etc., avoir les notions de coût, de durée de projet, de problèmes plus ou moins dans la conduite des projets, de façon à aider les élus qui sont quand même pas tous spécialistes du génie thermique à prendre leurs décisions. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que j'annoncerai au Salon des maires aussi des outils complémentaires pour permettre de faciliter les choses, et qu'en fait, on va gérer autant que possible les collectivités locales qui prennent de l'avance pour leur permettre de continuer, et celles qui ont besoin d'un peu plus d'accompagnement. Et sincèrement, les situations sont très différenciées sur le territoire, et c'est normal pour leur permettre de respirer un petit peu. Pas de zone d'accélération, c'est la loi antérieure qui s'applique. Donc il n'y a pas d'effet cliqué, simplement c'est la loi antérieure. S'agissant des SRADET, on a fait un exercice. Je fais le tour de toutes les régions. Les Hauts-de-France ont eu cette conversation avec mes équipes, qui est en gros, pour vous donner l'idée, je préfère qu'on fasse en parallèle une discussion un peu en chambre, et pas parfaite, avec chacune des régions et leurs objectifs SRADET à revoir. En plus, chacun n'a pas le même rythme de révision de ses SRADET, en parallèle de la loi énergie-climat, de la loi de production énergétique, de façon à ce que, en gros, on puisse se dire, quand je fais l'addition de ce que vous pourriez rehausser en chambre dans vos SRADET, ça ne colle pas avec ma loi nationale. Et donc, de mettre en évidence les impasses. Et donc, on a fait cet exercice, c'est-à-dire on a pris les objectifs des SRADET à 2030, la réalisation de ces objectifs à 2023 et un calcul un peu théorique avec 3 méthodes différentes sur, compte tenu de ce que nous rehaussons dans la vision nationale, qu'est-ce que ça donnerait pour les SRADET de chacune des régions. Alors ça va vous faire sourire parce qu'en gros, la région des Hauts-de-France a fait quasiment 200% de son objectif en éolien. Donc vous voyez, voilà. Puis il y a d'autres régions qui n'ont pas tout à fait fait ça. Donc ça donne un peu des billes. Et en fait, l'idée, c'est de regarder par rapport à ce qu'on sait du potentiel, de la dynamique observée dans la région, de ce que dit le SRADET, qui est un acte politique, sur les choix sous-jacents de mix énergétique, sous réserve que les régions n'ont pas changé de patron, ce que ça projette pour 2030. Et ensuite, on en discute avec, de manière informelle, encore une fois, avec, écoutez, nous, on pense que là, vous en mettez trop sur l'éolien, je sais pas quoi, ou sur le photovoltaïque, et pas assez sur autre chose, de façon à avoir quelque chose qui est un peu théorique et qui vous donne, à vous, une vision qui n'est pas très... On est grossièrement raison collectivement, et ensuite, tout ça imprimera dans le détail. Donc, vous avez raison. On est en train de paralléliser des choses qui devraient être séquentielles. Si on était séquentiel, on y serait jusqu'en 2026. Si on parallélise, chacun peut continuer à agir en ayant grosso modo l'image nationale, ce que ça veut dire de son image régionale, et peut discuter en disant cette image régionale ne correspond pas à ce que je pressens de la réalité. Et on fait ça région par région. Sur le leasing à 100 €, l'idée c'est de le lancer donc avant la fin de l'automne, ce qui est le 21 décembre, comme vous le savez tous. C'est un dispositif qui permet d'avoir effectivement à 100 € par mois l'accès à un véhicule électrique. En fait, l'assurance n'est pas comprise, sauf l'assurance décès, l'assurance invalidité, l'assurance perte d'emploi. Vous avez des véhicules dont le tarif est inférieur à 100 € par mois, des tarifs dont le véhicule est supérieur à 100 € par mois, parce que c'est lié aussi aux caractéristiques de ces véhicules. Néanmoins, ça permet d'avoir cette offre sur aujourd'hui du côté de 20 000 véhicules électriques pour l'année 2024.
en fonction aussi des véhicules qui sont produits en Europe et en France en petite cylindrée. Vous savez qu'il y a un certain nombre de véhicules, soit qui vont être en fin de production, c'est vrai pour la Twingo et la Zoé, soit qui vont démarrer leur production, je pense notamment à la C3 par exemple. Donc, et ce dispositif a vocation à monter en puissance. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que on va probablement tester l'intérêt des Français parce que quand on regarde le bonus écologique, c'est très peu de véhicules, c'est 20 000, 30 000 véhicules pour les revenus de référence de 1 à 3 ou 4, je ne vais pas dire de bêtises, mais c'est dans ces eaux-là. Donc, c'est congruent. Mais peut-être c'est un dispositif qui va beaucoup plus intéresser les gens, ou peut-être pas, parce qu'on sait que dans les habitudes de consommation des Français, certains sont attachés à être propriétaires de leur véhicule et n'aiment pas juste le louer. Donc c'est ça que nous devons préciser et on va avancer comme cela. Et ça sera accompagné aussi d'une révision des barèmes bonus écologiques, prime à la conversion. Encore une fois, moi, mon objectif, c'est de ramener au plus près véhicules thermiques, véhicules écologiques sur des petites cylindrées, de façon à avoir des vraies solutions pour les gens. Et puis à côté, on déploie et on continue à déployer des bornes de recharge. Et on a augmenté aussi le crédit d'impôt sur les bornes de recharge, le droit à la prise, et on finance avec les C2E l'installation dans les copropriétés. Donc on peut déployer. Sur l'autoconsommation, prêt à taux zéro. Alors, moi je vais lancer une mission sur l'autoconsommation. Pour plusieurs raisons. D'abord, l'observation à l'international montre que l'autoconsommation s'est développée à toute vitesse. Et là, nous observons une accélération absolument massive de l'autoconsommation. Premier point. Deuxième point, on a le sentiment que le collectif est peut-être plus intéressant que l'individuel. Troisième point, il n'y a pas de PV thermique en France. Or, ça paraît bizarre, parce que le PV thermique, le photovoltaïque thermique, ça devrait être une solution, au moins dans le sud de la France, qui répond assez bien à un certain nombre d'usages. Or, des gens qui veulent développer du PV thermique ne trouvent pas les filières, ne trouvent pas les panneaux, etc. Donc, il y a vraiment des trous dans la raquette sur ce sujet-là. Quatrième sujet, c'est la contribution au réseau. Pour ceux qui... en fait, ce développement-là peut amener à réinjecter, quand même avoir donc des infrastructures qui sont installées sans payer le coût du réseau. Et donc à un moment, ça veut dire qu'il y a une forme de péréquation qu'il faut regarder. Enfin, dernier élément, mais c'est comme dans tout le travail que nous devons faire, c'est la question de l'ajustement offre-demande de production dans la journée et dans l'année, où il faut qu'on regarde les implications que ça peut avoir sur ce qui garantit le reste de la sécurité de notre approvisionnement. Et s'agissant de la France, c'est beaucoup le nucléaire, puisqu'on a vocation à sortir du gaz, qui est l'autre élément de pilotage de notre réseau. Sur l'éolien en mer, l'objectif... Alors, le dossier, on l'a bien dans le viseur. On partage votre niveau de préoccupation et mes équipes sont dessus. Je ne peux pas en dire plus à ce stade. Mais et j'ai bien entendu également ce point-là. Sur la filière industrielle offshore, c'est formidable ce qui est fait par la filière industrielle, je pense notamment aux sous-stations, et on est exportateur, ce qui est incroyable parce qu'on a connecté aujourd'hui 2 parcs. Donc on n'est plutôt pas des plus en avance en Europe. Il y a un sujet de carnet de commandes. Vous avez un trou d'air sur les carnets de commandes dans les 2 ans qui viennent. Et derrière, vous allez avoir une remontée très pentue. Vous avez également des acteurs internationaux qui s'intéressent à ce marché et qui pourraient nous refaire une photovoltaïque. Ce dont on n'a pas envie. Là, on a alerté la Commission européenne qui a lancé un grand plan sur l'éolien. Je ne sais pas si ça va assez loin. Pour être honnête, il faut vraiment qu'on regarde dans le détail. Mais effectivement, l'enjeu, c'est de donner le plus de visibilité possible sur ces acteurs et de faire en sorte aussi qu'on soit très attentif. Nous, on le fait au travers d'un pacte éolien et d'un pacte solaire, à ce qu'il y ait de l'achat en France et en Europe privilégié sur d'autres solutions. Et c'est un enjeu de souveraineté. Vous disiez, monsieur le sénateur Salmon, ce qui est formidable avec les ENR, c'est que c'est compétitif. J'adhère. Ce qui est formidable, c'est que ça nécessite pas de carburant. J'adhère. Enfin, carburant. J'adhère. En revanche, nous sommes dépendants sur les composants.
Et ça reste un sujet qui est majeur et sur lequel il faut qu'on agisse. Sur Madame la sénatrice Artigalas, alors la question de comment les collectivités locales financent leur propre transition énergétique, c'est un des sujets effectivement qui a vocation à être traité dans les COP régionales par une vision partagée sur les projets et les modalités de financement. On fait quand même un pari, c'est qu'une partie des investissements des collectivités locales vont être, comment dire, réorientés vers la transition écologique énergétique. Et que tout le monde y est prêt. Et qu'en fait, ce n'est pas forcément que de l'additionnel, mais ça peut être aussi de la transformation. C'est-à-dire qu'il y a des projets qui ont moins d'intérêt dans cette nouvelle vision et auxquels on renoncera probablement, et des projets qui ont plus d'intérêt et auxquels on ira. Deuxième chose, certains projets ont un vrai intérêt. Sur la rénovation thermique des bâtiments dont on a l'usage et qui sont des passoires thermiques, vous gagnez sur la facture. C'est pour ça qu'on a lancé et que vous avez voté le tiers financement. Et c'est pour ça qu'on doit continuer à développer des systèmes qui permettent en fait de valoriser les économies et de faire du coup les investissements en amont. Et ensuite, vous avez un... Ça ne facilite pas la vie. Les équations financières étaient sur le fait que les frais étaient sur les économies d'énergie en fait. Et là, du coup, on dépasse et le reste à charge augmente. C'est pour ça qu'on va faire voilà. Donc, plus de sobriété. Voilà. Et je vous jure que la sobriété, je vous donne un chiffre, 6% des bâtiments en France ont une gestion technique des bâtiments. 6%, ça nous laisse 94% d'amélioration. Et une gestion technique des bâtiments, c'est moins 15% de consommation d'énergie, en moyenne. Enfin, ça ouvre quand même des perspectives. Oui, mais pas de même niveau, pas aussi structurant et un peu moins impactant. Sur les hydroliennes, hydroliennes marines, nous avons un projet qui a un tarif de rachat qui est Flowatt. Nous en regardons un deuxième. Sur les hydroliennes, ça c'est dans les Vosges, donc c'est pas tout à fait marin. Et ça fonctionne. Je vous le redis, et ça me semble pas aussi. Enfin, en tout cas, on a effectivement pas de dossier en la matière. On va le faire simple. Sur Flamanville 3, la date c'est 2024. Sur le coup, c'est illustré, je crois, très clairement dans le papier de la Creux. Donc c'est un rehaussement de l'ordre de 3 € du coût du mégawattheure nucléaire. Sur les recettes des énergies renouvelables, vous mentionnez 13 milliards d'euros et vous savez que vous avez le bon chiffre. Merci beaucoup. Je crois que j'ai... Ah non, les SMR, monsieur le sénateur Buis. C'est ce qui est financé effectivement dans le budget, c'est notamment le rehaussement de 200 millions d'euros. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Il y a la poursuite du projet Jules Horowitz, qui est absolument indispensable aussi pour le nouveau nucléaire, mais également pour la recherche en santé. C'est le financement des recrutements du CEA 126 ETP. Et c'est le financement de nouvelles infrastructures de recherche pour anticiper les besoins expérimentaux des technologies portées par des start-up lauréates de l'appel à projet réacteurs nucléaires innovants. Vous savez qu'il y a une enveloppe dans France 2030 pour ces réacteurs innovants. On a déjà 2 lauréats. Il y a 15 projets qui sont aujourd'hui dans le pipe. Ça ne veut pas dire qu'ils vont tous transformer. Ça veut dire qu'ils sont tous regardés et ils font l'objet d'euros pour voir quel est leur niveau de sérieux et de capacité d'aboutissement. Donc oui, on est en train... Alors, les deux que j'ai, donc Nuard et subventionné, ça c'est le projet EDF qui est un peu plus mature, mais qui n'est pas une innovation technologique transformante. Il y a 2 projets Nucléo et Narea qui sont soutenus, mais qui sont un peu moins matures et qui sont des technologies transformantes, notamment sur la réutilisation du combustible. Ça devrait faire plaisir à monsieur le sénateur Salmon. Et il y en a 15 qui sont avec des technologies différentes et qu'on est en train de regarder pour leur mérite propre. L'idée étant effectivement d'avoir un portefeuille de projets les plus innovants pour pouvoir continuer à alimenter notre connaissance. Tous n'iront pas au bout, mais tous apporteront un meilleur niveau de jeu à la filière nucléaire française. Sur la sobriété énergétique, je le redis, c'est vraiment un levier. C'est le moins cher.
C'est celui qui a le retour sur investissement le plus rapide et vous avez énormément de bénéfices derrière. Encore faut-il les mettre en évidence et sortir effectivement juste de la baisse du CO2, mais c'est une amélioration de la qualité de l'air, c'est l'amélioration des régimes alimentaires, moins de maladies chroniques, c'est l'amélioration du confort de vie, c'est plus de biodiversité très rapidement. La pollution lumineuse, c'est en quelques mois que vous voyez la transformation. Donc c'est vraiment des bénéfices locaux pour les gens. Et c'est ça qu'il faut mettre en avant. Alors, une fois qu'on a dit ça, vous avez raison, les entreprises ont une responsabilité. C'est pour ça que moi, j'en ai fait un des acteurs forts. Toutes les entreprises du CAC 40 ont un plan. On a demandé à toutes les entreprises du SBF 120 d'avoir un plan. D'abord parce que ça fait de la masse, tout simplement. Ensuite, parce que ça fait de l'exemplarité vis-à-vis de leurs salariés. Et sur l'éclairage, j'ai pris avec... Sarah El Haïry, elle agit avec sa casquette biodiversité. Moi, j'agis avec ma casquette économie d'énergie. Donc, je suis en train de concerter sur des arrêtés qui vont dire pas d'éclairage des bureaux et de l'intérieur des vitrines une heure après le départ des salariés et une heure avant la reprise du travail, et par ailleurs des amendes administratives, parce que c'est plus facile que de passer par le juge, et les maires qui veulent faire la police pourront la faire facilement, ils ne sauront pas, voilà, et c'est très simple et tout le monde comprend, c'est comme le PV parce que vous êtes mal garé. Merci beaucoup. Merci Madame la Ministre d'avoir consacré 2 heures à notre commission. Merci aux commissaires qui sont restés jusqu'à la fin. Et puis je pense qu'on va vous dire à très bientôt, compte tenu des sujets importants qu'on a évoqués un peu tout à l'heure, mais qui sont en train de se précipiter devant nous. Merci, bonne soirée. Merci Madame la Ministre de l'explication.